Terrible McDonald's. Un jour, alors que j'étais enceinte de 6 mois, je faisais des courses avec mon mari. La journée avait commencé normalement, on prenait le métro ensemble, et soudain, j'ai eu la nausée, j'ai senti que j'avais envie de vomir immédiatement. J'ai rapidement donné mon sac à mon mari et je lui ai dit que je devais courir aux toilettes les plus proches. Je me suis précipité à l'arrêt suivant, ne pouvant plus me retenir. Sortant du métro, je me suis précipité vers le resto le plus proche, un McDo. Je suis allé vers les toilettes en courant, où j'ai croisé un homme d'âge moyen qui se tenait à l'entrée. J'ai pas prêté attention, je l'ai poussé pour rentrer. Arrivé enfin aux toilettes, j'ai immédiatement vomi. Je m'étais jamais senti aussi malade de toute ma vie. Et c'est à ce moment-là que la poignée de la porte s'est mise à bouger. J'ai rapidement poussé la porte pour la maintenir fermée et j'ai crié occupé. Et la personne de l'autre côté a riposté alors qu'elle poussait plus fort. Puis j'ai vu l'homme qui était à l'entrée. Il avait les cheveux bouclés. J'ai paniqué, j'ai claqué la porte, j'ai commencé à crier à l'aide. Et l'homme insistait, il essayait sans cesse d'entrer. Et là j'ai recommencé à vomir, alors j'ai dû tenir la porte de pied. J'ai recommencé à vomir, alors j'ai dû tenir la porte du pied tandis qu'il le frappait de plus en plus fort. Je continuais à crier en direction de la fenêtre du box car j'entendais des gens dire qu'il y avait une fille qui avait besoin d'aide. Soudain, l'homme a arrêté de claquer la porte et tout s'est écroulé. J'ai essayé de me calmer en tenant la porte fermée au cas où. Puis j'ai vu des cheveux bouclés et une main qui essayait de me sortir de sous la porte qui était assez large. J'ai recommencé à crier en lui donnant des coups de pied au visage. Bon là, j'étais désespéré. Je n'avais ni téléphone ni sac. Et mon mari irait probablement dans la ville à ma recherche. Puis j'ai entendu un homme crier. Et le salaud s'est immédiatement enfui. J'ai gardé la porte fermée lorsqu'une voix masculine m'a dit de sortir et que tout allait bien. J'ai ouvert la porte à contre-cœur. J'ai trouvé le gérant du McDonald's, confus et choqué. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a appelé la police. Dans toute cette agitation, mon mari a fini par me retrouver. À l'arrivée des policiers, je leur ai donné une description. Mais ils n'ont jamais retrouvé cet homme. Une sorcière? J'avais 10 ans et ma sœur 6. Nous avons grandi dans une petite ville élevée uniquement par notre mère travailleuse. Tout a commencé à la fin de l'année scolaire. Les nuits étaient longues car ma sœur passait des nuits blanches à pleurer à propos d'une sorcière. Bref, ma mère a commencé à recevoir des appels étranges de temps en temps au travail. Maman a cru à une blague stupide et l'a ignorée. Mais ensuite, elle a commencé à recevoir des appels quotidiens. Elle en recevait presque tous les soirs à la maison. Elle l'a signalé à la police qui a dit que l'appelant utilisait des cabines téléphoniques aléatoires. Il pouvait pas faire grand chose. Donc fait changer son numéro de téléphone professionnel et son numéro de téléphone fixe. Un soir vers 22h, on a frappé à sa porte avec frénésie. Maman a regardé par la fenêtre et a vu une femme aux cheveux longs d'une 60aine d'années. La reconnaissant pas, elle s'est approchée de la porte verrouillée et lui a demandé ce qu'elle voulait. La femme a demandé si elle pouvait entrer parce qu'elle avait vu un accident de voiture. Maman a dit qu'elle appellerait la police et lui a dit d'attendre dehors. Il y a eu un silence. Non, on n'appelle pas la police. Maman a trouvé cela étrange et s'est dirigée vers le téléphone. Immédiatement, on a frappé à la porte. Maman a couru vers le téléphone et a regardé par la fenêtre pour voir la dame qui la fixait. Elle a dit froidement: Dorothy Margaret, je veux un de tes enfants. Dorothy Margaret, je veux un de tes enfants. Et elle a répété cela jusqu'à ce que maman remarque les gyrophares de la police qui approchaient, et puis elle est partie. La police a fouillé partout et a garé une voiture devant chaque nuit pendant une semaine. Rien. Et quelques semaines plus tard, l'été a enfin commencé et ma sœur ne faisait plus de cauchemars à propos de la sorcière. Nous étions à l'un des matchs de baseball, nous étions à l'un de mes matchs, et ma mère parlait à une enseignante de l'école de ma sœur qui lui racontait ce qui s'était passé. L'enseignante a dit: Oh, on dirait que c'était ta belle-mère. Puis maman s'est retournée confuse et a dit qu'elle avait pas de belle-mère. Le visage de l'enseignante est devenu blanc. Il y a quelque temps, une dame d'une 60aine d'années venait regarder les enfants jouer à l'heure du déjeuner. Elle disait être la belle-mère de ma mère et aimait surveiller ma sœur pendant le déjeuner. Elle a de nouveau signalé l'incident à la police qui a vérifié les images. Effectivement, sur un banc de parc au loin, il y avait une vieille dame, presque à toutes les heures du déjeuner. Ils ont remarqué qu'elle revenait toujours des bois. La police a donc mené une recherche et a trouvé une vieille cabane. Il y avait des vieilles couvertures, un foyer et des photos qu'elle avait dessinées. Photos de nous. Et c'est la dernière fois que nous entendions parler d'elle. Mais à la fin de l'été, ma sœur a recommencé à faire des cauchemars de sorcière. Maman lui a dit pourquoi elle avait encore peur. Et elle a répondu: parce qu'elle vient à l'école. Et elle nous regarde. La sorcière, c'était la vieille dame. Horreur sur la route. Rentré du travail un soir, vers 21h, en milieu de semaine, donc les routes étaient calmes. Alors que je descendais une côte, j'ai entendu un bruit de moteur d'avion rugir derrière moi. Une voiture m'a dépassé à toute vitesse, roulant 2 fois plus vite que la vitesse autorisée. On aurait dit une vieille voiture en piteux état. La voiture a commencé à perdre de la vitesse, puis un pneu s'est détaché et a roulé à toute vitesse dans la descente. Tandis que la voiture partait en tête à queue et s'écrasait. J'ai arrêté ma voiture pour m'assurer que la personne à l'intérieur allait bien. Un type en est sorti, m'a regardé, puis s'est dirigé vers moi à toute vitesse. Je sais pas pourquoi, j'ai actionné les serrures intérieures, ce qui était une chance, car en moins de 2 secondes plus tard, le type a commencé à attraper ma portière côté conducteur et a frappé mon pare-brise à coups de poing pour essayer d'entrer. Je n'oublierai jamais son regard. J'ai appuyé sur l'accélérateur, je suis rentré chez moi. J'ai décidé d'échanger les voitures une fois rentré chez moi. Je suis retourné voir ce qui se passait. J'ai vu 2 camions de pompiers et environ 4 flics près du lieu de l'accident. Retour sur les lieux, le type n'était plus là, alors j'ai décidé de rentrer. Le lendemain au travail, j'étais en ligne, je m'ennuyais à lire les news quand je suis tombé sur un article qui m'a choqué. Il parlait d'un homme poursuivi par la police depuis 1 heure qui avait été arrêté parce qu'il devenait trop dangereux. Il s'est avéré que l'homme était sous l'emprise de méthamphétamine. Il avait volé une voiture à 1 heure de route et était depuis poursuivi par la police. Après l'accident, l'homme a apparemment traversé
traversé la route et a hélé la première voiture apparue, un taxi. Il est monté dans le taxi, il a volé. Ce faisant, il a poussé le conducteur dans la portière, qui s'est retrouvé coincé et traîné à grande vitesse. Le conducteur est décédé des suites de l'accident. J'ai appelé la police, et un enquêteur m'a été assigné. Il a pris mes empreintes digitales, a obtenu ma déclaration. J'ai dû témoigner devant la Cour suprême comme témoin clé dans un procès pour meurtre. Cet homme a été condamné à 30 ans de prison. Et on m'a dit que mon témoignage avait été l'un des principaux facteurs de sa condamnation. Je repense souvent à cette nuit-là. Je me demande si j'avais pas verrouillé ma porte. Aurais-je été tué? Oui, j'ai peur du noir, et j'ai une bonne raison pour ça. Demande peut-être pourquoi, et alors? Parce que tout le monde a peur du noir parce qu'il lui arrivait quelque chose. Eh bien, c'est vrai pour moi aussi. Voici mon histoire. Il y a environ 2 ans, j'ai fugué de chez moi. Je sais pas exactement ce que je pensais à ce moment-là, mais je suis parti sans nourriture, sans eau, sans affaires et sans manteau. C'était un jour de forte pluie et j'ai senti que je devais trouver un abri ou alors être trempé. J'ai donc décidé de marcher jusqu'à mon école et d'y rester quelques heures pour me sécher car j'étais déjà trempé et j'avais froid en jour de pluie. En arrivant, j'ai posé ma tête, je me suis endormi rapidement. Quand je me suis réveillé, il faisait nuit noire dehors. Je distinguais presque rien, je n'avais ni montre ni rien qui indique l'heure, alors j'ai supposé qu'il était minuit. Au moins, il a cessé de pleuvoir, j'ai pensé que j'avais décidé de rentrer chez moi car je n'étais pas loin et j'avais très faim ce jour-là. En me relevant, je me suis arrêté, il y avait quelque chose devant moi sous un lampadaire à environ 50 mètres. C'était un homme d'environ 1m80, il portait un manteau noir avec une capuche sur le visage donc je pouvais pas le voir. Au début j'ai cru que c'était mon père qui était venu me chercher, alors j'ai ressenti un soulagement, mais je voulais pas avoir d'ennui, alors je me suis caché dans un buisson à proximité et j'ai jeté un coup d'œil. L'homme était là, il regardait autour de lui pendant ce qui m'a semblé être une demi-heure. Puis sous la lumière du lampadaire, il a sorti quelque chose de sa poche. J'ai pas pu le distinguer au début, mais j'en suis réalisé que c'était un couteau de cuisine. Il s'est alors mis à courir vers les buissons. Non, vers moi, exactement. J'ai pris peur, j'ai sprinté hors des buissons comme une flèche. Je savais déjà que j'étais là. J'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que je sois rentré à la maison sans jamais me retourner. J'ai survécu. Aujourd'hui encore, je me demande ce qui serait arrivé si j'avais pas couru ce jour-là. Ou pire, que serait-il arrivé si je m'étais pas réveillé à l'école? Cet incident a développé ma peur du noir. C'est tellement terrible que maintenant, je dois parfois dormir avec une veilleuse ou la lumière du couloir. J'ai peur que l'homme que j'ai vu me tue ou me kidnappe un jour si je n'allume pas la lumière. Faut savoir se défendre. J'avais 15 ans, c'était un vendredi soir ordinaire. Soudain, j'ai eu un petit creux, alors j'ai décidé de m'habiller et d'aller au snack. C'est à peine à 10 minutes de chez moi, d'habitude je passe par la ruelle pour aller au snack, mais cette fois-là, tout était tellement flippant. À mi-chemin, il faisait sombre, vide, anormalement froid et lugubre. J'étais légèrement intimidé, mais il n'y avait rien qui puisse vraiment me faire peur, alors j'ai décidé de traverser cette ruelle. Puis je me suis dit que rien ne se passerait, j'ai continué jusqu'à ce que j'entende soudain quelque chose d'étrange de l'autre côté de la ruelle. Il y avait un homme à l'intérieur qui fixait les murs, bossu, en grognant bizarrement. Je trouvais ça incroyablement flippant, mais j'étais presque au snack, alors il ne me restait plus qu'à sortir de cette ruelle. Encore une minute de marche et j'y arrivais enfin. Et au lieu de rentrer les mains vides, j'ai donc décidé de l'ignorer et de passer. Je l'ai finalement dépassé. Et là, il s'est tourné vers moi et m'a fixé avec un sourire effrayant, ce qui m'a fait accélérer le pas, essayant de l'éviter. Puis soudain, j'ai entendu un grognement et des rapides pas derrière moi. Quand je me suis retourné, c'était lui. Nous étions à peine à 60 cm l'un de l'autre. Il tenait un couteau de cuisine dans la main droite et a sauté sur moi à une vitesse incroyable pour tenter de me poignarder. J'ai réussi à lui attraper les 2 bras avant qu'il puisse m'attraper. Cependant, comme il me chargeait, il avait encore assez d'énergie pour me repousser et me plaquer contre un mur. Terrifié, je savais que j'allais mourir si je ripostais pas. À l'époque, j'étais déjà entraîné aux arts martiaux pour me défendre, mais je pensais que je n'aurais jamais besoin d'utiliser cette compétence pour défendre ma vie jusqu'à maintenant. Alors dans une soudaine poussée d'adrénaline, j'ai réussi à tordre le poignet par lequel il tenait le couteau, lui donnant des coups de pied dans le ventre et frappant sans pitié au visage à plusieurs reprises. Finalement, son visage saignait abondamment, mais son corps ignorait la douleur des coups et ne pensait qu'à me tuer. Donc j'ai utilisé un entraînement que j'avais suivi auparavant pour lui tordre violemment les poignets et les coudes simultanément dans 2 directions différentes et lui donner un coup de pied à l'arrière de la jambe, plaquant au sol jusqu'à ce qu'il puisse enfin lâcher le couteau. C'était pas facile car il se débattait, me frappait dans le dos et essayait tant bien que mal de me sauter dessus. Comme j'avais son bras sous moi, il pouvait pas faire grand chose sans se briser. Je lui ai fracassé la tête contre le béton en l'étourdissant. Puis agenouillé sur son bras, j'ai continué à le frapper désespérément au visage pour l'empêcher de réagir ou d'atteindre à nouveau son couteau. Il a fini par s'évanouir, saignant abondamment. J'avais les jointures pleines de sang et de douleur. Alors je me suis relevé, j'ai pris son couteau et je l'ai jeté au loin. Je me suis enfui, finalement atteint le snack, je me suis lavé les mains et j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant de rentrer. Mais évidemment, j'ai pas pris le même chemin qu'avant. Mais il y a eu des choses bien plus flippantes ensuite. C'était à l'entrée de mon appartement où j'ai entendu des cris venant de l'autre côté de la rue. C'était le même fou. On aurait dit qu'il était possédé par un démon et se frappait la tête contre la porte en fer de mon immeuble. Son visage était horriblement déformé et marqué par notre dispute. Ça m'a complètement paniqué. Mes parents étaient en voyage et le gardien de notre immeuble était en vacances. Je n'allais pas me battre à nouveau avec cet homme, alors j'ai essayé de me précipiter chez ma copine. Quand je suis arrivé, elle était seule. Elle avait l'air inquiète car j'étais pâle et il y avait encore des traces de sang de l'homme sur mes vêtements. Je lui ai tout expliqué et nous avons appelé la police pour qu'elle vienne à mon immeuble. À leur arrivée, l'homme était toujours dans l'entrée, essayant sans succès de forcer les portes. En voyant les policiers, il les a attaqués, mais il a rapidement été maîtrisé. Ils ont expliqué qu'il s'agissait probablement d'un taré, un fou furieux à la recherche d'une proie pour violer, tuer ou faire subir à la personne ce qu'il voulait. Ils l'ont donc envoyé dans un asile psychiatrique de haute sécurité pour criminels, loin de chez moi. Je me sens assez chanceux d'avoir survécu à cette journée, et j'espère ne plus jamais revoir cet homme.
Attention au mec silencieux de la classe. Je revis ce moment sans cesse, le moment où Loïc m'a lâché la main, le moment où j'aurais dû la serrer plus fort. C'était censé être un vendredi normal. Monsieur Carter adotait ses équations du second degré pendant que j'envoyais un texto à Loïc pour lui parler de mes projets du week-end. Plus que 2 heures avant la liberté, et personne ne l'avait vu venir. Ryan avait toujours été étrange, silencieux, tapis dans les coins, fixant les gens un peu trop longtemps. C'était juste un élève bizarre comme les autres dans notre lycée. On se moquait de lui, mais j'essayais d'être gentil. On a échangé des sourires à plusieurs reprises dans le couloir jusqu'à ce que Loïc me dise qu'il avait des ondes étrange et j'ai arrêté de le regarder. Puis il s'est perdu dans l'ombre. Et puis, l'interphone du lycée s'est activé. Attention, c'est le confinement, c'est pas un exercice. Veuillez vous rendre immédiatement aux zones de sécurité désignées. Au début, personne ne bougea, puis j'ai vu Ryan passer en courant devant notre porte, un énorme couteau à la main. Ses mains étaient rouges. Le couteau de chasse qu'il tenait brillait sous les néons. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux, ils étaient complètement vides. Des flaques noires qui semblaient absorber la lumière environnante. Ses lèvres étaient courbées en un sourire qui me donne la chair de poule. Et quelqu'un criait. Monsieur Carter se précipita vers la porte. « Elle est coincée !» cria-t-il paniqué. Bang! Ryan claqua la porte en riant, un rire aigu et enfantin qui ne correspondait pas au sang qui maculait son visage. « Laisse-moi entrer !» chanta-t-il d'une voix chantante comme une comptine tordue. « Laisse-moi entrer, je vous fais sauter vos jolies petites têtes. » Loïc me saisit le bras. « Noah, aide-moi !» hurla-t-il en traînant un lourd bureau vers la porte. Nous le claquâmes contre la chambranle juste au moment où le couteau de Ryan se glissa dans l'entrebâillement, manquant un peu de mon œil. « Je sens ta peur, Noah, chérie. » Ryan renifla par l'entrebâillement, inspirant profondément. « C'est délicieux. » Son œil était collé à la petite fenêtre de la porte, injecté de sang et immobile. Je me suis entraîné pour ce jour, Noah. Les autres n'ont pas assez crié, mais je sais que toi, tu vas hurler. Un frisson parcourut l'échine tandis que sa langue sortait, léchant le sang de ses lèvres. Soudain, on entenda des cris dans le couloir. Les profs et la sécurité se précipitèrent, distrayant momentanément le monstre. Ryan recula, penchant la tête comme un animal curieux. « Cache, cache !» murmura-t-il. « Prêt ou pas maintenant ?» siffla Loïc et nous arrachâmes le bureau et nous enfûmes. Le couloir était un cauchemar. Les arroseurs automatiques arrosaient tout, rendant le sol glissant d'une eau rosâtre. Les empreintes de mains sanglantes maculaient un mur où quelqu'un s'était traîné. 2 étudiants de première année se blottissaient près des casiers, serrant leurs blessures sanglantes. Il nous coupa et se contenta d'observer, l'un d'eux gémissant. Il disait quelque chose sur l'amour de notre douleur. À mi-chemin du couloir, j'ai vu Ryan immobile à l'autre bout, le couteau levé, la tête penchée avec cet angle anormal. Il a retiré son sweat à capuche, relevant un gilet couvert de fils et de paquets gonflés. « Fini de courir !» a-t-il crié d'une voix résonnante. Puis, plus doucement, presque intime, « J'ai besoin de voir en toi, Noah. » Nous avons couru. Loïc a glissé et s'est écrasé contre les casiers. Avant que je puisse l'aider, Ryan était là, se déplaçant à une vitesse anormale, tranchant comme un couteau. Je jure que ses pieds touchaient à peine le sol. J'ai arraché un extincteur du mur, je l'ai balancé, heurtant l'épaule de Ryan. Il a même pas bronché, il a juste souri plus largement. « Ça chatouille !» Il a ri, les yeux dilatés. « Tu veux voir à quoi ressemble la vraie douleur ?» Il s'est jeté sur Loïc, qui a esquivé la lame de justesse. On a atteint alors la sortie de secours. Par la fenêtre, des lumières rouges et bleues clignotaient. Les secours attendaient. Loïc se tournait vers moi, le visage blême de terreur. « Vas-y en premier !» dit-il d'une voix tremblante. « Non, on y va ensemble !» Je lui saisis le poignet, il secoua la tête. « Perds pas de temps, dépêche-toi !» Je francis la porte, l'air froid de la nuit me pénétrant les poumons. Je me retournais, tendant la main vers Loïc, nos doigts se joignant. C'est alors que je vis Ryan derrière lui, tel une ombre. Son regard croisa le mien, tandis que son bras plongeait en avant. « Non !» hurlai-je. Le couteau s'enfonça dans le dos de Loïc. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit d'un haletement silencieux. Le visage de Ryan se transforma de plaisir, ses yeux révulsant légèrement tandis qu'il tournait la lame. Sa langue jaillit de nouveau, coupant l'air comme un serpent. Magnifique. Il soupira comme s'il assistait à quelque chose de transcendant. Les policiers couraient vers nous, mais Ryan n'avait pas fini. La lame étincela de nouveau, s'enfonçant dans le flanc de Loïc avec un bruit humide et aspirant. Je pouvais pas lâcher sa main, je pouvais pas. « Tiens-toi bien, lâche pas !» j'ai supplié. Du sang coulant de la bouche de Loïc, mais il a réussi à sourire. « Vis ta vie !» mon pote, a-t-il murmuré, ses doigts se relâchant dans les miens. Puis il a lâché. J'ai crié, quand sa main a glissé de la mienne, tandis que son corps s'effondrait sur le béton. Les policiers ont plaqué Ryan, qui n'a pas résisté. Il m'a juste regardé par-dessus l'épaule, avec ce sourire surnaturel. « Je te verrai dans tes rêves, Noah », a-t-il dit, sa voix au-dessus du chaos. Des heures plus tard, j'étais assis sur le trottoir devant l'école, enveloppé dans une couverture de choc. Quelqu'un avait lavé le sang de Loïc de mes mains, je le sentais encore, collant entre mes doigts. Les ambulanciers n'ont pas pu sauver Loïc. Il était parti avant même qu'il ait fermé les portes de l'ambulance. À l'aube, je fixais sa carte scolaire ensanglantée, essayant de me concentrer sur son sourire, plutôt que sur les paroles de Ryan. Parfois la nuit, je sens encore la main de Loïc glisser de la mienne. Je me réveille en essayant de m'accrocher plus fort, j'y arrive pas. Et quelque part dans un centre de détention pour mineurs, Ryan attend, les gardiens un signal qu'il ne dort pas, qu'il reste assis parfaitement immobile, les yeux fixés sur les murs, souriant. Parfois aux heures les plus sombres dans la nuit, je jure le sentir m'observer à travers les kilomètres qui nous séparent. Et dans mes rêves, il murmure qu'il vient me chercher, qu'il veut finir ce qu'il a commencé, qu'il a besoin de voir en moi. Et à ce jour, j'entends encore les paroles de Loïc. « Vis ta vie, mon pote. »
C'était qui? Quand j'avais 10 ou 11 ans, ma cousine et ma tante sont venues nous rendre visite. On s'est bien amusé toute la journée et ma tante et ma cousine ont décidé de dormir chez mon autre tante avant de partir tôt le matin. Après une journée aussi amusante, j'ai insisté pour dormir aussi chez ma tante, histoire de passer plus de temps avec tout le monde. Plus tard dans la nuit, on s'est tous endormis dans la chambre d'amis, la seule chambre disponible. Je me suis réveillé en sursaut à 5h du matin car j'ai entendu ma mère et mon autre tante parler, donc j'étais bien réveillé. J'ai vu que les affaires de ma cousine et de ma tante n'étaient plus là, alors j'ai supposé qu'elles étaient déjà parties. J'étais sur le point de me rendormir, et j'ai regardé à ma gauche et j'ai vu quelqu'un dormir à côté de moi. J'allais la serrer dans mes bras, pensant que c'était ma cousine de 21 ans. J'ai vu son visage. C'était pas du tout ma cousine. C'était quelqu'un que je connaissais pas, qui avait à peu près l'âge de ma cousine. Elle portait un pyjama et un t-shirt noir et je pouvais que la fixer du regard. Et elle a commencé à faire des choses étranges, comme étirer ses jambes de haut en bas et fixer le plafond. C'était tellement bizarre, mais fatigué, je me suis finalement endormi comme si de rien n'était. Je me suis réveillé à 8h du mat, regardant à ma gauche, et elle avait disparu. J'ai tout raconté à ma mère et à tous les membres de la famille. Personne ne savait ce que j'avais vécu, ni qui était cette fille. Mon père m'a dit que c'est sûrement mon 3e œil qui commençait à voir mieux. Ouais, je n'y croyais pas vraiment. J'ai 13 ans maintenant, et cette expérience reste un mystère pour moi. Ça m'est plus jamais arrivé, et j'espère que ça m'arrivera plus. J'ai 14 ans, mais c'est arrivé il y a environ un an. Un jour, je passais la nuit chez mes 2 amis, Ben et Mitch, pour fêter l'anniversaire de Ben. Ben voulait aller camper et faire un feu de camp, alors on a tous monté nos tentes pour une soirée sympa. Une fois tout installé, on a parlé des trucs d'adolescents habituels, sport, voiture et meufs. Au fil de la nuit, Ben a commencé à nous parler d'un homme de notre ville qui fuyait la police. Il a dit que cet homme rôdait dans l'obscurité et kidnappait des ados. Il vous attrape par les jambes et vous traîne à travers la forêt à la recherche d'autres enfants à attaquer, a dit Ben. On a tous éclaté de rire tellement c'était ridicule. Rien de tel n'arriverait dans notre ville, non? Du moins, c'est ce qu'on pensait. On a tous commencé à avoir sommeil, on a décidé d'aller se coucher. Au milieu de la nuit, je suis sorti de ma tente pour aller aux toilettes sur un des arbres à proximité. Mais une fois terminé, je me suis retourné. J'ai vu un homme se réchauffer les mains sur notre feu et 3 petites silhouettes sombres se cachaient derrière lui, chacune en ressemblant à des enfants affamés. Je crie de peur, réveillant mes amis qui ont paniqué en le voyant. On a couru hors de la forêt pour prévenir des gens de la présence de l'homme. Mais personne en ville ne nous a cru. À la lumière du jour, le lendemain matin, on est retourné dans la forêt pour récupérer notre matériel et rentrer chez nous. Tout était là, sauf un mot laissé sur le sol. On pouvait y lire: attrape-moi par les jambes et traîne-moi, avec un smiley dessiné à la fin. On a alerté la police, on n'est plus jamais retourné dans cette forêt. Je me souviens comme si c'était hier de ces horribles souvenirs qui me hanteront toute ma vie. Tout a commencé alors que je me brossais les dents au milieu de la nuit, juste avant de me préparer pour le film que j'avais prévu de voir, quand j'ai reçu un appel de mon vieux pote Patrick. Allô? Ici Bob l'éponge. Dis donc Bob, il te reste des saucisses? Des saucisses? Non Patrick. Tu veux venir en chercher chez moi? Patrick, c'est le milieu de la nuit, je sors pas. Patrick, c'est le milieu de la nuit, je sors pas, je regarde la télé ce soir, je veux pas être dérangé à nouveau. En vrai, j'aurais aimé retrouver Patrick ce soir-là, mais il aurait dû m'appeler 4 ou 5 heures plus tôt quand même. C'est juste qu'il n'a jamais compris ce que c'est d'avoir un travail où il faut être quelque part le matin. Mais ça, je le savais depuis des années, alors j'ai haussé les épaules et j'ai continué à me brosser les dents. Et c'est là que j'ai vu la chose la plus étrange. Je me suis retourné vers le miroir et j'ai vu le reflet de Patrick juste derrière moi. J'ai craché le mélange de dentifrice, de salive et d'autres morceaux de nourriture coincés entre mes dents partout sur le miroir. Patrick, c'est toi? Je me suis vite retourné, mais il avait soudainement disparu. Il ne restait plus que mon escargot de compagnie, Gary. Il m'attendait pour aller dans le salon avec lui. Fais pas peur comme ça, Gary, il est 1h du mat. Retrouve-moi au salon. Ah, j'ai tellement hâte de regarder mes shows à la télé ce soir. Peu de temps après cette première frayeur, j'étais enfin dans le salon en train de dîner et de regarder la télé. Qu'en penses-tu, Gary? C'est bon, non? Je l'ai assaisonné moi-même. C'est pas des sushis, bordel, c'est des restes de viande que j'ai ramené du crabe croustillant. C'est assez juteux et délicieux. Tais-toi, c'est pas des sushis, j'ai dit. Bon, tu me mets les nerfs à vif, idiot. Si tu veux que je me calme, arrête de m'embêter et serre-moi un verre. J'essayais juste de me détendre ce soir-là, mais on aurait dit que tout le monde à Bikini Bottom essayait de me troubler. Avec Carlos doit être encore en train de mater un de ces films de filles efféminées. Ah Carlos, tais-toi, arrête de pleurer, gros pleurnichard. Je suis retourné à ma place quand Gary est arrivé avec une bière. Ah, c'est ça, ah, je tiens le coup avec un verre ou deux. Hors de question, je l'appelle pas et je la reprendrai pas. On l'appelle pas Sandy l'écureuil pour rien, tu sais. C'est fait avoir par tous les glands à Bikini Bottom. Oui, je me suis douché quand j'étais avec elle. Oui, je me suis nettoyé les trous quand j'étais avec elle. Bon, laisse-moi tranquille ou je transforme en escargot à bouffer. Je sais que ça peut en avoir l'air, mais mon souvenir de cette nuit est limpide. Je me souviens très bien de n'avoir eu qu'une vingtaine de minutes pour moi avant que Gary ne revienne m'embêter une fois de plus. Quoi, Gary? T'entends quoi? Oh, c'est probablement juste la télé ou Carlos qui pleure encore devant un de ces films de filles. T'inquiète pas, regarde, la télé est éteinte. Écoute, pas un bruit. Hein? On dirait Patrick. Juste à ce moment-là, j'ai vu un mouvement du coin de l'œil. J'ai cru que c'était Patrick qui passait en courant au coin de la rue. Je savais que c'était pas possible. C'était impossible qu'il soit chez moi. Il était chez lui. Je lui avais parlé au téléphone quelques minutes plus tôt. C'était impossible. Mais bon, je pouvais pas nier que je l'entendais rire de chez moi. C'était la porte de ma bibliothèque. Je me suis levé pour vérifier. Quand j'ai ouvert, il faisait noir à l'intérieur. Je suis entré, j'ai allumé les lumières. Je l'ai vu là,
assis dans mon fauteuil de lecture au fond de la bibliothèque. Il y avait clairement quelque chose d'anormal chez lui, je n'arrivais pas à identifier ce que c'était. C'est là que j'ai dit: Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'es entré? Laisse tomber, Bob l'éponge. Viens, glisse-toi ici. J'ai quelque chose à te montrer. Dis-moi d'abord ce que c'est. Oh, sois pas comme ça, Bob l'éponge, crois-moi. Je pense que tu trouveras ça très intéressant. C'est peut-être ce qui a poussé Sandy à rompre avec toi. Tu mens. Ah bon, d'accord. J'ai glissé à contre-cœur sur la glissière pour le rejoindre. Il avait un sourire inquiétant plaqué au visage. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Mais c'était une blague de mauvais goût. Je me souviens l'avoir vu tenir une boîte très familière sur ses genoux. Tu la reconnais, Bob l'éponge, la boîte? Ouais, c'est ta boîte secrète, celle avec juste de la ficelle dedans, non? Ouais, elle contient autre chose maintenant. Quelque chose d'encore plus spécial que ça. Tu veux voir? Bon, Patrick, voyons ce qu'il y a dedans cette fois. Quelque chose en moi me disait de pas l'ouvrir. Patrick me fixait avec des yeux comme je les avais jamais vus auparavant. Je savais que je devais le faire, sinon il partirait jamais. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu à l'intérieur de cette boîte. Ah! C'est le nez de Carlos! Bob l'éponge, cours pour ta vie! Ah! C'était horrible. Je m'appelle Max, j'habite maintenant au centre-ville, mais il y a quelques années, j'habitais dans une vieille maison, dans une rue un peu louche. Ça veut pas dire que j'étais pauvre, la maison était laide de l'extérieur et elle avait été construite avant la Seconde Guerre mondiale, mais l'intérieur était propre, chaleureux et douillet. Même si beaucoup de gens y sont morts. J'ai toujours cru aux fantômes, à cause de tous les incidents étranges qui s'y produisaient. Par exemple, une nuit, ma mère et moi étions assis dans une pièce. Il faisait noir, et soudain, on a entendu quelqu'un trébucher et tomber dans la cuisine. On a aussi entendu des bruits, comme des assiettes tomber et se briser. Quand nous sommes sortis, il n'y avait plus rien, tout était à sa place. Et nous étions terrifiés par ce qui se passait. Quelques années plus tard, j'ai fait un rêve. Ma mère et moi marchions sur un chemin et soudain, on s'est arrêtés. Puis j'ai entendu une voix dire « Pont ». Et j'ai senti quelque chose frapper dans mon dos à 3 reprises et je me suis réveillé effrayé. Il y avait rien. Alors, j'ai plus vraiment pensé, je me suis rendormi. Cependant, après cette nuit-là, ce rêve est réapparu à plusieurs reprises. La voix disait des choses dont je me souviens pas, et puis une fois, elle parlait de la mort de ma mère. Ça finissait toujours par quelque chose et frappait dans mon dos à 3 reprises. C'était flippant. Une fois, ma mère et moi étions assis dans une pièce, et là on a parlé des fantômes, je lui ai raconté mon rêve. Maman est restée silencieuse une seconde, et elle m'a confié qu'un jour, elle était assise avec un ami, et qu'il lui avait dit quelque chose de pas très gentil, juste pour s'amuser. Elle s'est mise en colère et a crié « Tais-toi !» Une voix masculine, elle ne s'en souvenait pas. Et lorsqu'elle a décrit la voix, ça m'a rappelé qu'elle ressemblait exactement à celle de mes rêves. Quelques années plus tard, ma mère est décédée d'un cancer. Elle est morte dans la même pièce dans la maison où j'avais fait ses cauchemars. Après ça, j'ai déménagé. Je vis donc plus dans cette maison. Mais je crois toujours aux fantômes, qu'ils existent et qu'ils sont réels. Ah, c'est tellement délicieux, les larmes d'une tristesse insondable. C'est tellement délicieux. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'ai jeté le gros lard par terre dans un accès de rage en hurlant: Cartman, je te déteste, je vais te faire payer, petit psychopathe. Oh, regarde ce petit pleurnichard. Quoi, t'es triste. Alors on m'a retenu alors que je m'étais juré de ne jamais laisser ce petit morveux s'en tirer comme ça. Je me suis libéré de l'emprise du pacificateur et je suis parti, furieux, retenant encore mes larmes. Presque cauchemar, je n'ai pas pu manger pendant des jours. J'étais sous le choc, mon cerveau n'arrivait pas à comprendre comment un petit gros crédule avait pu ruiner ma vie comme ça en un instant. C'était tellement mal. Puis tous ces gens, je me suis réfugié chez mon oncle et ma tante. Ils ont fait de leur mieux pour me réconforter. C'était pas pareil, personne peut se comparer à mes parents. Après leur mort, je suis resté allongé dans un lit inconnu, dans la chambre d'amis de ma tante et de mon oncle pendant des jours à pourrir. Ce n'est qu'au funérailles que j'ai réussi à retrouver un peu de mon âme d'antan. Mon Dieu, quelle journée horrible. Il a fait beau temps, maussade pendant toute la cérémonie, mais j'ai tenu bon. Je me suis recueilli sous la pluie, et ce, paisiblement. Enfin, j'étais paisible jusqu'à ce que je le voie. Du coin de l'œil, je l'ai aperçu, petit et trapu, debout sur une colline, observant l'enterrement, les yeux rivés sur moi. Même s'il était à l'horizon, je voyais bien qu'il souriait. Comme si tout cela rendait hilarant. D'un coup, j'ai senti cette colère légitime revenir, ce qui a allumé un feu en moi. J'ai surgi de la foule, j'ai foncé sur la colline, prêt à lui dire ce que je pensais. Cartman, viens ici, je vais te faire regretter toute ta vie. Oh non, qu'est-ce que tu vas faire, Scott Tenorman? Tu vas me faire danser et supplier encore pour mes 16,12 €? Je pense pas que ça te fera oublier le Chili. Je vais te faire supplier pour ta pitié. Jure que s'il n'avait pas été un petit enfant, je l'aurais tué sur le champ. Et ma stupide famille a dû m'attraper et m'a éloigné de lui à nouveau, puis le protéger de moi, comme s'il n'était pas responsable de leur mort. C'est pareil que c'était le meilleur Chili que t'as mangé de ta vie. Ma famille m'a traîné loin alors que je fixais du regard ce gros rongeur d'être humain. Il pouvait pas se contenter de mettre fin à des putains de vies. Il devait aller plus loin et s'inviter à leur enterrement. Je suis rentré seul, furieux. De retour chez ma tante et mon oncle, je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai commandé une pizza de luxe extra large. J'avais rien mangé depuis le Chili spécial de Cartman. Après avoir été affamé si longtemps, je me suis régalé de cette pizza. Pour être honnête, je n'y ai presque pas goûté. Pour être honnête, j'avais l'impression d'avoir perdu toutes mes papilles gustatives à cause de cette expérience traumatisante. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça a alimenté mon cerveau
et m'a aidé à élaborer le plan de vengeance ultime pour me venger d'Eric Cartman. J'ai attendu qu'il soit très tard, je me suis faufilé jusqu'à sa maison et j'ai repéré une cachette dans les buissons d'où je pourrais l'observer, peut-être même me faufiler dans sa chambre pour le surprendre pendant son sommeil. Je l'observais à travers les fenêtres avec mes jumelles pour avoir le meilleur aperçu possible, mais pendant un long moment, je l'ai vu que jouer à un jeu stupide sur son ordi. Finalement, il s'est levé et est descendu pour ensuite se précipiter par la porte d'entrée et hurler dans le jardin. Qui est dehors? Je sais que tu te caches dans les buissons, espèce de rouquin dégoûtant. Allez, monte-toi, lâche! J'ai sursauté, je me suis allongé par terre. Je n'avais même pas réalisé que je n'étais pas le seul à espionner Cartman. Combien de vies ce petit salaud ruine-t-il? Me suis-je demandé. Mais ma réflexion a été interrompue par des pas qui se rapprochaient de plus en plus. Je retiens mon souffle, essayant d'atténuer des bruits qui auraient pu révéler ma couverture. Malheureusement, les pas s'arrêtèrent juste devant moi, puis s'éloignèrent précipitamment. Je poussai un soupir de soulagement, réalisé que j'étais bien trop paranoïaque. C'est probablement juste un écureuil. J'ai décidé alors de me faufiler par derrière. La porte semblait déverrouillée, alors je m'y dirigeais. Mais à quelques mètres de là, je suis tombé dans une tranchée géante de 2 mètres de haut. J'essayais désespérément de m'en sortir, mais les parois du trou étaient trop meubles et gravillonnées pour que je puisse m'y accrocher. Et voilà qui sort de sa maison et se tient au bord du trou, me regardant d'un air suffisant. Scott, espèce d'idiot. Une fois de plus, j'ai prédit chacun de tes mouvements, comme le brillant génie que je suis. Et une fois de plus, tu es tombé dans mon piège, comme le parfait crétin roux que tu es. Je savais que tu comploterais ta revanche. Qui ne voudrait pas se venger de quelqu'un pour l'avoir humilié comme je t'ai humilié? Je vais t'entrer dans ce trou avec moi. Ces insultes ne te mèneront nulle part, pauvre pleurnichard de Scott T. Norman. Tu devrais juste la fermer et écouter le dur à cuire qui vient de te tabasser pour la 2e fois consécutive. Tu vois, après l'enterrement, je savais que tu rentrerais chez toi et que tu essaierais d'utiliser ton petit cerveau de petit pois pour trouver un moyen de te venger de moi. Alors, j'ai payé un tueur à gages avec quelques litres de délicieux chili de chef pour qu'il se fasse passer pour un livreur de pizza et de m'assurer que tu recevrais une part très spéciale, préparée spécialement par moi. Tu ne t'es jamais demandé où ils étaient? Il était 2h du matin. Pourquoi ne sont-ils pas encore entrés? Ou peut-être qu'ils se transforment déjà à l'intérieur de toi en crotte en ce moment même. Non, mon Dieu, non! Pas encore! Terrible époque victorienne. Je m'appelle Tad, cet incident m'est arrivé quand j'avais 8 ans. À l'école primaire, on étudiait l'histoire de l'époque victorienne, dont je me fichais complètement. Le professeur d'histoire avait un arbre généalogique victorien et l'avait accroché au mur de la classe. Je comprenais pas pourquoi on devait se pencher sur l'histoire familiale de quelqu'un, ça a aucun sens. Quand j'ai ri, le prof m'a lancé un regard sévère et terrifiant, ses veines lui saillant, son poing serré tremblait. Qu'est-ce qui te fait rire, mon garçon? C'est le crier. C'était bizarre, j'avais trop peur de répondre, alors j'ai dit rien. Plus tard dans la nuit, en allant me coucher, j'ai eu du mal à m'endormir. Je me retournais sans cesse. Quelques minutes plus tard, je me suis enfin endormi. Ça a pas duré longtemps, je me suis réveillé 1 heure plus tard. Je vérifiais mon téléphone pour voir qu'il était minuit passé. Soudain, j'ai entendu un groupe de personnes discuter dehors. J'ai cru que c'était un voisin, alors je me suis dirigé vers ma fenêtre. En regardant pour voir ce qui se passait, mon cœur s'est arrêté. Là, au milieu de la nuit, là, au milieu du jardin, les parents frappaient leurs enfants avec une matraque en bois. Les parents et l'enfant portaient tous des vêtements de style victorien. Je comprenais pas pourquoi ils étaient là, pourquoi ils frappaient leur enfant et pourquoi ils portaient des vêtements aussi déplacés. Puis tout à coup, la mère a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges et elle a gloussé bruyamment, ce qui m'a terrifié. Puis elle a pointé le ciel d'un doigt si maigre et la famille s'est évanouie. Je n'ai pas dormi de la nuit et j'ai repensé à mon cours d'école. Puis ce jour, je me suis plus jamais moqué d'aucun professeur. J'avais 7 ans et je m'en souviens parfaitement comme c'était hier car l'incident me donne encore la nausée. Ça a commencé lorsque mes parents sont partis pour le dîner de travail de mon père. Ils organisaient généralement ce genre d'événement de temps en temps ou du moins lorsqu'un employé de l'entreprise partait à la retraite. Personnellement, j'ai apprécié que mes parents quittent la maison pour des occasions spéciales comme celle-ci car je n'avais pas à entendre les constantes réprimandes concernant les tâches ménagères à faire à chaque fois qu'ils avaient besoin d'une babysitter. Ils demandaient toujours à ma cousine aînée Jenna de s'en occuper car elle m'avait gardé à de nombreuses reprises par le passé. Ils ont même demandé à ma voisine Ariel de venir de temps en temps vérifier chez elle car il y avait beaucoup de disparitions d'enfants signalées à l'époque. Je me souviens qu'il était environ 19h lorsque ma cousine Jenna est arrivée chez moi. Mes parents lui ont brièvement fait un bref compte rendu puis ont finalement commencé à se rendre à leur réunion pro. Jay et moi sommes ensuite allés dans le salon pour regarder quelques épisodes de Bob l'éponge et même joué à quelques jeux vidéo sur ma Play. Puis de la soirée, Jenna m'a annoncé que son petit ami allait passer 1 heure ou 2 et qu'elle voulait acheter du vin au caviste avant son arrivée. À ce moment-là, je me fichais éperdument de ce que faisait Jenna car je voulais sincèrement pouvoir profiter de mes jeux vidéo sans aucune distraction. Je me souviens que Jenna m'a demandé poliment tu veux venir avec moi? Gentiment emballé l'invitation de Jenna d'un simple non merci, tout en continuant à jouer aux jeux vidéo auxquels je m'étais complètement laissé aller. Bon, fais comme tu veux, je reviens dans une dizaine de minutes max. Et surtout, n'ouvre la porte à personne, ok? J'ai alors hoché la tête sans quitter l'écran de télé des yeux, tandis que Jenna fermait et verrouillait la porte avec le double de clé que mes parents lui avaient donné. Et je me souviens avoir entendu mon ventre gargouiller à cause du manque de nourriture de la journée, alors j'ai décidé d'aller à la cuisine pour prendre un encas rapide. Je me suis levé du canapé, j'ai entendu frapper fort dès que je me suis levé. Sur le coup, j'avais complètement ignoré le conseil de Jenna de pas ouvrir la porte. Persuadé que c'était elle, j'ai ouvert la porte et à ma surprise, j'ai vu mon voisin. Je lui ai poliment fait signe de
la main et lui ai dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Eh Josh, elle est allée où ta cousine ?»« Je sais pas, elle est juste allée au magasin pour acheter quelque chose. » J'étais un peu surpris car je le voyais transpirer abondamment, presque comme s'il revenait d'une séance de sport. Et alors demandé affolé « Et elle revient quand? Et pourquoi elle t'a laissé seule à la maison ?»« Je sais pas, elle a dit qu'elle reviendrait dans une dizaine de minutes. »« Touche-la. » « Quoi ? Touche-la, je veux que tu la touches. Sinon je vais dire à tes parents que t'as ouvert la porte à un inconnu. Maintenant touche-la. » À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait, alors j'ai dit toucher quoi? Et c'est à ce moment-là que ma cousine a commencé à se garer dans l'allée et s'est précipitée sur notre porche, pensant que quelque chose n'allait pas à cause de l'apparence de mon voisin. Eh les gars, il se passe quoi? Il a alors répondu nerveusement non, rien du tout, je suis juste passé pour m'assurer que vous allez bien. Et il a ensuite dit bon, on va passer une bonne soirée. Alors qu'il rentrait tranquille chez lui, Jay et moi sommes entrés et avons continué à jouer aux jeux vidéo comme si la rencontre avec mon voisin était de l'histoire ancienne. Pendant le reste de la soirée, je me souviens avoir réfléchi sur ce que mon voisin entendait par touche là. Et comment il a complètement changé d'attitude dès que ma cousine est arrivée dans l'allée. J'étais honnêtement trop naïf et timide pour aborder cette étrange rencontre avec mon cousin, ni même avec mes parents d'ailleurs, car je ne savais pas distinguer le bien du mal, vu que je n'avais que 7 ans à l'époque. Quelques années plus tard, on a appris que mon voisin avait été arrêté par les forces de l'ordre pour torture et séquestration d'enfants dans son sous-sol. La rumeur disait qu'il était connu pour gagner la confiance des parents du quartier et s'en prendre à leurs enfants pendant leur absence. Je suis enfin adulte et je repense encore parfois à cette nuit-là, car je suis encore écœuré de savoir quelles étaient ses véritables intentions lors de notre interaction. En partageant cette histoire avec le monde, j'espère simplement qu'aucun jeune enfant n'ouvrira sa porte à un inconnu qui frappe, même à son voisin. Ça fait 5 jours éprouvants que la justice m'a rattrapé pour mes actes et m'a enfermé. Chaque jour qui passe, ils essayent de me réhabiliter. Mais ils devraient savoir maintenant qu'ils peuvent rien faire pour changer le cœur d'un homme sans regret. J'avais l'occasion de tout recommencer, ne serait-ce qu'une minute de plus à Casa Bonita, je le ferai, sans hésiter. Mon séjour au taudis n'a fait que m'endurcir et mes rêves de Casa Bonita sont les dernières choses auxquelles mon humanité déclinante s'accroche. Heureusement, j'ai prévu de partir dès que je sortirai de cet endroit. Oh Eric, tu me manques tellement, je n'arrive pas à croire qu'il t'ait enfermé dans cet endroit horrible. Un endroit horrible, je sais maman. Ces types sont des connards. Il me reste que quelques jours avant de sortir. Moi je ne supporte pas de penser à quel point tu dois avoir le mal ici. C'est pour ça que je t'ai fait une boîte de cookies. Je parle des Oreos bas de gamme qui m'ont fait chier dans ma cellule pendant 5 heures. J'étais très déçu de voir que tu n'as pas mis une lame que j'avais demandé au fond de la boîte. Tu te fiches complètement de ma sécurité, c'est ça? Comment suis-je censé prouver mon statut de prisonnier alors que je suis complètement désarmé? Oh ne m'en veux pas Eric, c'est dur pour nous deux. Et je sais que tu aimes beaucoup ce restaurant mexicain, Casa Bonita, ou peu importe son nom. Alors, je nous ai réservé une table pour le lendemain de ta sortie. Oh mon dieu, vraiment maman, putain, ouais, Casa Bonita on arrive. Casa Bonita, Casa Bonita. La nourriture et du fun dans une ambiance festive, Casa Bonita. Oh Eric, j'ai tellement hâte que tu sortes d'ici. J'arrive pas à croire qu'il va falloir encore attendre 3 jours avant que je puisse retourner à Casa Bonita. Eric, c'est juste ce piège à touristes ringards qui t'intéresse? Je ne te manque pas du tout? Ah ouais, je suppose, mais c'est Casa Bonita maman. Très bien, vois ce qui compte vraiment pour toi. Amuse-toi bien pendant les 3 prochains jours, parce que quand tu sortiras, il n'y aura pas de Casa Bonita. Attends maman, non, reviens s'il te plaît, je suis désolé. Interdit de toucher à la vitre mon gros. Le gardien des mineurs m'a jeté par terre, me laissant désorienté par son coup de poing injustifié. Ouais, encore 3 jours, dans cette box noire. Allez manger, Casa Bonita, c'est tellement bon. Le lendemain, j'attendais avec impatience la tonalité que ma ligne se connecte. Et allez, décroche. Allô? Kyle, c'est toi? Oh Dieu merci, l'appel est passé. Ne raccroche pas, j'ai une faveur à te demander, ami. Qu'est-ce qu'il y a Cartman? Tu peux me tirer d'affaire? Quoi? C'est pour ça que tu m'appelles? Va te faire foutre, Cartman. Pourquoi t'appellerais pas ta mère pour lui demander de payer ta stupide caution? Non, j'ai tout foiré. T'es le seul ami qui me reste au monde, Kyle. Ouais, bien tant pis, Cartman. T'as gâché mon anniversaire, t'as menti à Butters. Tu mérites de pourrir. Maintenant, va te faire foutre. Va te faire foutre, Kyle. J'espère que je ne sors jamais de ce trou à rats. Maltraite pas le téléphone, gros lard. Les 2 derniers jours de mon incarcération ont été marqués par ce sentiment insupportable d'attendre quelque chose qu'on désire de toutes ses forces. Pas étonnant que les hommes sains d'esprit craquent quand ils sortent enfin de prison. Quand ils m'ont enfin laissé partir, je suis passé aux choses sérieuses. J'ai d'abord rendu une petite visite à mon vieil ami Kyle. Cartman? C'est toi? Ça, c'est pour Casa Bonita. T'aurais dû m'inviter à ton anniversaire. Mais ce n'était pas juste un sentiment de massacre. Pas même une simple vengeance. Tous ces gens qui m'avaient fait du tort avaient tous les moyens de m'emmener à Casa Bonita. Une fois Kyle terminé, le prochain ennemi sur ma liste était Butters. Ah, Butters, ils arrivent, debout, on doit y aller, où ils vont nous trouver? Qui? Où sont-ils? Que se passe-t-il? Oh là là, les cannibales, Butters, c'est encore les cannibales. Ils veulent toujours te manger tout cru. Oh là là, non, pas encore, qu'est-ce qu'on va faire? Attends une minute. Y a pas de cannibale? Tu me mens encore, hein? Oui, mais non aussi. Et l'étape suivante était ma propre maison. J'ai sonné à la porte plusieurs fois, et ma mère est arrivée, rongée par l'inquiétude maternelle. Oh là là, que t'ont-ils fait, mon garçon? On va te nettoyer tout de suite. Est-ce que ça te va, mon petit chou? Et le tour était enfin joué. Bien sûr, je me suis aussi occupé de Stan et Kenny pour amasser un maximum d'argent avant mon arrivée grandiose à Casa Bonita. Pour avoir réglé mes affaires d'homme libre, j'ai fait le ménage. Je me suis juste reposé le reste de la nuit. Le lendemain, je me suis levé de bon matin, j'ai remis des vêtements propres et j'ai compté tout l'argent que j'avais volé. J'avais heureusement largement de quoi me payer le paradis à
Casa Bonita. Le bus m'a déposé juste après l'ouverture de Casa Bonita, me plaçant en première ligne pour tout. Ah oui, taco, chalupa, quesadillas, tellement bon. Allez, de retour dans la grotte. Oh, il y a encore un squelette, et le fantôme aussi. Oh, c'est nouveau, flippant. Attends une seconde, il n'y a pas censé être un fantôme ici. Qui est là? Reste en arrière. J'ai alors vu un Kyle fantomatique et mort trébucher vers moi, les yeux noirs comme le vide et ruisselant de sang. Cartman, pourquoi tu nous as fait ça? Tais-toi Kyle, t'es mort. Traverser le reste de la grotte en courant, je suis arrivé au pied de la cascade pour être arrêté par l'apparition de Butters, Kyle Stein et Kenny morts. Tu m'as menti Cartman, tu m'as menti. Ta gueule Butters, t'es qu'un idiot crédule. Je me suis précipité, j'ai grimpé jusqu'au sommet de la cascade pour reprendre mon souffle. C'est là que j'ai aperçu ma mère morte au sommet de la montagne. Reviens par ici mon petit chou. Maman? C'est vraiment toi? Non, vous n'êtes pas réel, je deviens fou. J'ai alors réalisé que j'étais coincé. En voyant tous ces morts se rapprocher de l'autre côté. Alors que j'ai plongé, après avoir atterri, j'ai pagayé comme un chien jusqu'au rivage, j'ai continué à courir. Je voulais pas laisser ces fantômes ternir mon expérience à Casa Bonita. J'ai couru jusqu'au fantomaton du cow-boy pour me cacher derrière. Je me souviens avoir attrapé les barreaux et jeté un coup d'œil pour voir si la voie était libre. La chance n'a pas tourné car j'ai été repéré par les morts qui ont immédiatement commencé à venir vers moi. Je continuais à m'agripper aux barreaux en fermant les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Et puis, tout d'un coup, plus rien ne se passa. J'ouvrais les yeux et je n'étais plus à Casa Bonita, mais j'étais toujours derrière les barreaux. Accroche-toi à ces barreaux tant que tu veux, t'iras nulle part, monsieur bébé gros tas. Je vais te faire payer pour ce que tu as fait à tes amis et à ta mère gros lard. Viens par ici. J'ai alors vu Kenny, assis sur un banc en face de ma cellule, souriant et riant. J'ai cru lui avoir ôté la vie, mais je me suis souvenu que Kenny ne meurt pas. C'est quoi ce bordel? Ah, où je suis? C'est quoi ce bruit? C'est des cochons qui crient et couinent, mais pourquoi? Ah, je vois pas clair, tout est sans dessus dessous. Attends, non, c'est moi qui suis à l'envers, je peux pas bouger les pieds. Je suis coincé ici avec tous ces autres cochons. Non, c'est pas ce que je pense, si. Ah, ça doit l'être. On est à l'abattoir. Ça y est, c'est la fin. Oh, dis pas qu'ils sont là aussi. Maman, papa, Georges, t'es là? Oui, Péppa, on est là. Oh, on est là. Regarde par ici. Ah, voilà, pauvre Georges avec nous aussi. Maman, pourquoi on est dans cet endroit horrible? Je sais pas, Péppa, on peut rien y faire. Doit bien avoir quelque chose qu'on puisse faire. On est une famille, on peut trouver une solution. C'est vrai, on peut s'en sortir en famille. Maintenant, quelqu'un a des idées. Ah, je croyais que vous avez des idées. Me gronde pas dessus, espèce de côtelette de porc puante et périmée. Tais-toi, aide-moi à trouver quelque chose vite fait, sinon on va tous être foutus. J'aime pas ton attitude. Ah, oublie ça, on se battra plus tard. Ça fait des années que je dis que je me battrai avec ce gros porc plus tard. Si je suis sur le point de mourir, au moins je vais me faire un bon coup avant de partir. Tiens, espèce de sale... Vas-y! Non, pas arrête de te battre! C'est pas le moment, ça sert à rien! Ils nous ont enfermés depuis bien trop longtemps. Maintenant, Georges et moi, on doit regarder nos parents se battre. C'est la dernière chose qu'on va voir avant de... Attends une minute. Fini, arrêtez! J'ai une idée, bande de cons! Regardez vos pieds! Quand vous frappiez vraiment. Et regardez, vous avez bougé. Quelques centimètres, c'est quoi? Non, regardez là-bas. C'est le bout de la ligne. Si on arrive à se balancer là-bas, on peut tomber de ce rail et s'enfuir. Dans une minute, Péppa, mais t'es un génie. Tout le monde, commencez à vous balancer par ici. Ça marche, ouais, ça marche vraiment, on avance. Mais y a tellement de gens devant nous sur notre chemin. Faut leur dire de nous rejoindre, sinon on va rester coincés. Vous, monsieur, vous êtes réveillé? Que voulez-vous? Vous voyez pas que je suis occupé à attendre la mort? Ouais, mais vous pouvez l'éviter, si vous vous balancez par là. On peut tous sortir cette ligne, vous voyez? Mais pourquoi? Il y a nulle part où aller si on descend. Bouge-toi, gros con. Qui tu t'aides de gros? Je comprends que t'essayes de faire. Tu essayes de nous pousser tous en tête pour qu'on soit éliminés en premier. T'as qu'à laisser tomber, je bouge pas. Et toi? Mince, pourquoi tout le monde se comporte comme une bande d'abrutis? On va tous mourir si on travaille pas ensemble, tu comprends? Mais attends, elle vient de dire qu'on est en tête de ligne. Ça veut dire qu'on va se faire massacrer juste après ce type? Ça doit être le boucher, bordel. Voyons voir, j'ai besoin d'un petit cochon pour mes filets. Oh, celui-ci fera l'affaire. Ah, chez moi, choisissez d'autres, à l'aide. Oh non, on est les suivants. Oh mon dieu, non. J'adore mon boulot. Et c'est là que tous les cochons de la salle froide ont paniqué, se poussant encore plus fort pour faire avancer la file, provoquant une réaction en chaîne avec tous les autres cochons et créant une frénésie. C'était terrible. Le boucher va venir nous éliminer si on fait pas ça discrètement. Je n'arrive pas à respirer, je pousse tous les uns contre les autres. Ça m'étouffe, je vais m'évanouir. Et maintenant, place aux 3 gros cochons pour du bacon. Non! Georges, mon bébé, rends-le-moi, espèce de monstre. Qu'est-ce que c'est? On dirait que celui qui pète les plombs là-bas a un petit problème avec ça. Ça vous dirait d'être sacrifiés ensemble alors? Non, s'il te plaît, fais pas ça. Oh là, Péppa, je suis désolé. J'ai plus beaucoup de temps, je serai plus avec toi après ça. Tu seras seul. Non, pas, s'il te plaît, me laisse pas, je veux pas être seul. Oh, quelle agitation. Ou peut-être mieux qu'on fasse toute la commande d'un coup. Au revoir, Péppa, toujours été ma préférée. Je peux pas regarder, c'est trop horrible. Oh, Georgie, tu mérites pas ça. Aucun de nous le méritait. Au moins, tout sera bientôt fini.
J'aurais jamais imaginé que les entrailles de maman ressembleraient à ça. J'imagine que tout ce régime était pour quelque chose. Papa par contre était vraiment un gros lard, il fera des tonnes de bacon. Nous les cochons, doit être délicieux pour subir tout ça. J'avais peut-être tort de penser ça, mais j'aurais aimé goûter au moins une fois. Et c'est là que j'ai repéré un petit morceau de la dépouille d'un des morts par terre en dessous de moi. J'ai pu me dégager d'un coup sec, l'attraper avec ma bouche et le mâcher. Oh, c'est délicieux. J'aurais dû commencer à manger du cochon il y a des années, c'est incroyable. Oh non, c'est à mon tour. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un cochon comme toi. Maintenant, laisse-moi te retirer de la chaîne. Mince, si seulement la pauvre bête savait qu'elle mangeait probablement une partie de sa famille. Attention aux esprits. À 7 ans, j'ai vécu une expérience vraiment effrayante que j'oublierai jamais. Je me suis levé à 8h du matin, comme d'habitude, mais en me relevant, j'ai remarqué que quelque chose était différent. Il faisait très froid et j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Quand je me suis retourné vers le lit de ma sœur, elle s'est réveillée et j'ai crié. 2 têtes flottaient dans les airs, celle d'une femme âgée aux longs cheveux noirs et aux yeux verts, et celle d'un homme chauve aux yeux bleus. J'ai crié de nouveau et j'ai couru vers ma mère, je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai vu un homme à la porte, je me souviens plus à quoi il ressemblait, mais j'ai crié, j'ai serré ma mère dans mes bras en le voyant. J'étais en pleurs à ce moment-là et elle m'a regardé tandis que je lui montrais la porte. Elle a tout de suite compris ce qui me perturbait et elle a parlé en direction de la porte. Je sais pas ce qu'elle a dit, j'avais trop peur pour l'écouter et tout ce que je voulais c'était être ailleurs. Et puis plus rien de tel ne m'est arrivé avant mes 13 ans. Je revenais de chez une amie, j'étais très fatigué, je suis allé dans ma chambre, j'ai éteint les lumières et je me suis couché. 4h du matin, je me suis réveillé en sursaut. Regardant par la porte, j'ai vu ma mère, regardez ma sœur, ses yeux étaient éteints. Ça m'a rappelé l'incident survenu quand j'avais 7 ans. Les têtes avaient les mêmes yeux éteints que ma mère, sauf que ses yeux était rouge et avait juste un air maléfique. Là, je savais que c'était pas ma mère. Je me suis caché sous la couverture, priant pour que la chose disparaisse. Quand j'ai levé les yeux, c'était toujours là et j'ai prié à nouveau. Puis, elle a disparu. Je dis bien, littéralement disparu. Je l'ai vue de mes propres yeux. Cette chose s'est estompée de plus en plus jusqu'à ce que je la vois plus. Quand elle a disparu, j'ai couru voir mes parents, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ils m'ont cru. Ils m'ont dit que si je n'arrivais pas à dormir, je pouvais regarder la télé ou simplement veiller. Je les ai remerciés, je suis allé au salon. Aujourd'hui, j'ai 14 ans, j'en ai parlé à ma mère encore de l'incident survenu il y a 7 ans. Je lui ai expliqué à quoi ressemblaient les têtes. Elle a semblé très surprise et perplexe. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit que ma description correspondait parfaitement à celle de mes grands-parents décédés. Je sais pas s'il s'agissait vraiment de mes grands-parents, ni qui était cet homme à la porte. Horreur à Dubaï. Cet incident s'est produit à Dubaï quand j'avais 10 ans. J'allais jouer avec mon ami dans son appartement pendant les vacances. Un jour, comme d'habitude, je suis allé dans sa chambre pour jouer, et après avoir joué longtemps, je suis allé aux toilettes. Alors que je me lavais le visage et d'autres affaires, des choses ont soudainement commencé à tomber. J'étais surpris, je pensais que c'était peut-être à cause du vent. Mais en vérifiant les alentours, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de fenêtre dans la salle de bain. Je suis sorti et j'ai raconté l'incident à mon ami. Il m'a dit qu'il y avait des fantômes dans sa chambre. Au début, j'ai paniqué, je le croyais pas. Cependant, ses parents m'ont ensuite expliqué qu'il y avait des activités paranormales qui s'y déroulaient depuis leur emménagement. Un jour, son père préparait un burrito dans la cuisine et soudain on l'a appelé. Il a laissé le burrito sur le feu et a répondu à l'appel. Après avoir répondu, à son retour, il fut surpris de constater que le burrito brûlait à cause des flammes, mais il dit être absolument certain de ne pas encore l'avoir allumé. Un jour, alors que sa mère préparait à manger, elle eut soudain l'impression qu'on l'étranglait en lui tenant la gorge par derrière et elle s'enfuit de la cuisine en hurlant. Et le même jour, alors qu'ils dormaient, ils entendirent des bruits provenant de la salle de bain. En vérifiant, ils découvrirent que des bouteilles de produits WC et d'autres objets y étaient éparpillés. Cette histoire me figea soudain. C'était exactement le même incident qui m'était arrivé. Ils avaient appelé un groupe de chasseurs de fantômes et pratiqué des rituels. Ils avaient découvert que 2 personnes avaient été assassinées. Pour vérifier si c'était vrai, ils allèrent voir le propriétaire de l'appartement qui leur dit exactement la même chose que les chasseurs de fantômes et s'excusa de leur avoir donné cette chambre. Ils déménagèrent le lendemain de ma visite. Eh bien, à ce jour, je me demande encore ce qui me serait arrivé si j'étais resté là-bas un peu plus longtemps. Tu n'es en sécurité nulle part. C'est ce printemps, je prenais l'avion pour un entretien d'embauche. Il était environ 23h et j'étais assis dans la salle d'embarquement à l'aéroport international. Un orage faisait rage dehors, la pluie tombait à verse par les fenêtres, tandis que tout le monde était emmitouflé sur les sièges et restait discret. Je scrutais les rangées de personnes assises, endormies sur leur ordinateur portable ou leur téléphone, avec des écouteurs sur les oreilles, lorsque j'ai remarqué cet homme. Il était assis dans le coin, le plus éloigné de la porte, près du couloir et seul. Il n'était pas au téléphone ni aux écouteurs comme tout le monde. Il arborait un immense sourire en coin et me fixait du regard. Il avait l'air plutôt ordinaire tant par son apparence que par sa tenue. Mais ce sourire était tellement flippant qu'il commençait à me faire chier. Naturellement, je me suis détourné, j'ai fait semblant de pas l'avoir vu. Mais le fait qu'il me fixait me faisait constamment tourner les yeux vers lui sans m'en rendre compte. Finalement, ils ont appelé notre port d'embarquement et je suis monté dans l'avion. Je me suis assise, juste à côté du hublot et j'ai utilisé mon téléphone pour consulter Instagram et envoyer quelques SMS à mes amis. Je n'ai pas vu cet homme bizarre embarquer et 1 heure plus tard, on était dans le ciel. Au cours du vol,
je me suis levé pour aller aux toilettes et alors que je terminais, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai crié « Occupé !» La personne a continué à frapper à plusieurs reprises et avec agressivité. Donc je me lavais les mains, j'ai ignoré la remarque, espérant que ça passerait. C'est pas arrivé. J'ai donc ouvert la porte pour faire une remarque osée, mais je me suis figé en voyant qui était devant moi. C'était ce type à l'aéroport, toujours avec ce sourire étrange plaqué au visage. Rapidement, j'ai dépassé, je me suis dirigé vers mon siège sans regarder derrière moi. Le reste du vol s'est déroulé normalement, à part le fait que je n'arrivais pas à l'oublier. Dès notre atterrissage, j'ai été la première à sortir ma valise du compartiment à bagages et le premier à descendre de l'avion. J'ai appelé un Uber en me dirigeant vers le parking de l'aéroport. Il était midi ici. Le Uber arrivait et je me suis rendu à mon hôtel. En m'enregistrant dans ma chambre, j'ai réalisé une chose horrible. Mon portefeuille avait disparu. Je sais pas où je l'avais laissé, j'ai donc appelé l'aéroport et demandé une fouille de l'avion. Ils l'ont fait et m'ont rappelé quelques heures plus tard pour me dire qu'ils avaient rien trouvé. Je suis retourné à l'aéroport et j'ai passé le reste de la journée à chercher sans rien trouver. Les seules hypothèses étaient que je l'avais oublié en partant ou qu'il avait été volé. Finalement, j'ai pu le récupérer, mais j'ai passé 3 jours de plus sans portefeuille. Mais vous savez quoi? Voilà le plus effrayant. De retour, j'ai découvert quelque chose d'inquiétant. La porte de chez moi était déverrouillée et ma maison était entièrement saccagée. Tout avait été cassé et tout ce qui avait un minimum de valeur avait été volé. J'ai visionné les images de sécurité et j'ai pu identifier l'intrus, l'homme souriant de l'aéroport qui, comme prévu, avait mon portefeuille et donc mes clés. J'ai appelé la police qui a trouvé ces empreintes digitales partout dans ma maison. Le seul point effrayant, c'est que ces empreintes ne correspondaient à aucune personne enregistrée. Horreur avec mon ami. J'étais en CM2 et mon ami, appelons-le Ethan, m'a invité chez lui. Il habitait juste au bord de l'océan. Si on traversait la forêt pendant 1,5 km, on arrivait à une jolie plage avec un plongeoir. Arrivé chez lui, on a traîné, joué à des jeux vidéo et discuté, vous savez, le genre de truc d'enfant. Puis on a décidé d'aller à la plage. C'était pas très loin et on savait qu'on pourrait rentrer à temps pour le dîner, alors on est parti. Pour rendre le voyage plus aventureux, on a décidé de débroussailler notre propre chemin. Après quelques minutes de marche, on a heurté une autre clôture. Ah! Zut, s'est exclamé Ethan. Bon, je suppose qu'on va devoir rebrousser chemin. Soudain, du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose. La clôture faisait environ 8 mètres de long, puis s'est arrêtée. Je suis resté bouche bée. Il y avait une maison, une vieille cabane aux fenêtres condamnées. Les planches tombaient et on pouvait voir la vieille isolation en dessous. Elle était grise et avait des taches de peinture bleue. La clôture montait sur le côté de la maison, s'arrêtait, puis continuait de l'autre côté. Ce qui m'effrayait le plus, c'était qu'il y avait pas de route. Enfin, même pas une clairière pour y accéder. Faudrait marcher 20 minutes. Kevin, allez! A crié Ethan derrière moi. Regarde ça, j'ai crié en retour. Ethan s'est approché de moi et est resté bouche bée. Il n'y avait pas de porte, juste un cadre. En regardant à travers le cadre, on a pu voir qu'il y avait une porte derrière. Et de plus, sans ça, tout ce qu'on avait à faire, c'était de traverser la maison pour aller à la plage. J'ai regardé Ethan. Et si on le faisait? Je lui ai demandé. Il a haussé les épaules. Bon, je vois pas pourquoi pas. On est allé à l'intérieur. Il faisait sombre, malgré la lumière du soleil qui entrait par la porte. On a avancé lentement dans la maison et Ethan a pointé la porte du doigt. Alors que nous l'atteignions, j'ai regardé en haut des escaliers. J'ai attrapé Ethan et je l'ai poussé dehors. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était? Il a dit. Dès que nous sommes partis, tout mon corps tremblait. Je devenais fou, je me suis dit. Mais finalement, je lui ai expliqué. Arrivé devant la porte, j'ai voulu jeter un dernier coup d'œil à la maison. J'ai levé les yeux vers l'escalier et j'ai aperçu la silhouette floue d'une personne. Je voyais que des yeux fixés sur moi et un sourire en coin. Ethan et moi avons pris un autre chemin pour rentrer. Nous avons tout raconté à la mère d'Ethan. Elle s'est moquée de nous et a dit qu'elle était passée par là plusieurs fois et il n'y avait pas de maison. Et nous, on était en colère parce qu'elle nous croyait pas. Alors on a sorti nos appareils photo. On est retourné le lendemain. Arrivé sur place, il n'y avait plus de maison. Elle avait disparu. Pas de clairière. Rien. Aujourd'hui encore, Ethan et moi nous demandons ce que c'était. C'était un sans-abri, une illusion. Peut-être que c'était bien pire. J'ai suggéré à Ethan une théorie qui me terrifie encore aujourd'hui. Je lisais sur le folklore russe et une page a retenu mon attention. C'est l'histoire d'une sorcière nommée Baba Yaga qui avait déménagé. Elle mangeait les enfants rebelles et les parents s'en servaient pour les effrayer. Était-ce une sorcière? On le saura jamais vraiment. J'ai vu un démon. J'avais 15 ans, j'accompagnais mon père visiter la nouvelle maison d'un ami. Il venait d'emménager il y a quelques semaines. Mon père voulait lui rendre visite et s'enquérir des rénovations et de la décoration. Car elle était assez ancienne. Faut dire que dans mon pays, ça regorge de vieilles maisons datant du 16e siècle. Rick avait acheté un vieux château dans une forêt. Ouais, je sais, c'est assez flippant, non? Bref, on est arrivé et Rick et sa femme nous ont invités à entrer. Mon père et Rick sont rapidement allés au garage pour discuter des plans pour cette pièce. Et je me suis retrouvé seul avec Georgina, la femme de Rick, et leur nouveau-né, Rick Junior. Georgina m'a demandé d'aller chercher du lait maternisé dans la cuisine pour le petit Rick. En bon garçon de 15 ans, j'ai accepté. Même si la maison me faisait flipper. Je suis entré dans la cuisine. Et la première chose que j'ai remarqué, c'était une trappe dans un coin. Curieux, je l'ai ouverte, et une odeur nauséabonde remplit la cuisine directement. Sentait le fumier de cheval mélangé à du vomi. Et soudain, une main pâle au long doigt m'a attrapé. J'ai juré, j'ai commencé à la frapper. Une autre main a attrapé mon autre main et a essayé de me tirer vers le bas. J'ai crié à mon père. Soudain, des yeux violets ont surgi de l'obscurité de la trappe. Ils me fixaient. Mon père s'est précipité à l'intérieur et les mains ont disparu. J'avais des égratignures au bras, alors je les ai passées sous l'eau froide. Mon père m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai dit qu'il y avait un démon dans la cave. Mon père et Eric ont pris des lampes de
poches et ont fouillé le sous-sol. Il y avait rien. On a appelé la police qui a fouillé la propriété et bien sûr, ils ont rien trouvé. Retour à la maison, je suis allé directement à mon ordinateur. Il s'avère qu'un homme a été blessé par balle lors d'un accident de chasse vers 1770. Et croyez-moi, ses mains n'étaient pas celles d'un homme. Rick vit toujours là-bas. Ces dernières années, on a vu d'innombrables choses étranges. J'espère juste que cette personne disparaîtra. J'avais 14 ans, j'étais à l'école et j'assistais à un cours d'histoire tellement ennuyeux. Et mon ami Noël était en face de moi, elle m'a dit je pouvais venir samedi car ses parents seraient pas là, car ils partaient en week-end. Du coup on pouvait veiller aussi longtemps qu'on voulait. En vrai c'était pas rare car on s'invitait tous les deux à dormir chez l'une ou l'autre et je pensais qu'on allait passer un super moment. Samedi est arrivé, j'étais prête, j'ai pris mes affaires essentielles comme ma brosse à dents, mon nouveau jeu et au cas où mon spray au poivre. Mes parents me le faisaient toujours porter, en vrai ça me dérangeait pas car ça me rassurait aussi. J'ai continué mon chemin et 30 minutes plus tard après avoir marché je suis arrivé chez Noël. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle avait l'air un peu tendue et louche. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Alors ça l'a rendue encore plus anxieuse. Je lui ai demandé si tout allait bien, elle a répondu que oui. Sans vouloir gâcher la soirée, je lui ai proposé de jouer au nouveau jeu que j'avais acheté. Elle était pas vraiment intéressée, mais a quand même accepté. 30 minutes, elle a regardé sans jouer, manette à la main, j'ai éteint la télé et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a répondu, j'ai besoin de ton aide. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que l'homme qu'il avait ajouté sur les réseaux la traquait en réalité. Quant à la façon dont il voulait rencontrer Noël, il l'a prévenu que si elle disait ça à ses parents, il la tuerait. Et Noël étant une idiote, elle lui a dit de venir à 20h, dans 5 minutes. Elle avait peur. Alors elle m'a demandé de venir à cette rencontre pour se débarrasser de lui. Et que si elle me l'avait dit à l'école, je n'aurais jamais accepté. Bah elle avait raison, je me sentis trahi qu'elle m'ait amené ici sous de faux prétextes. J'étais en colère contre sa stupidité d'avoir donné son adresse. Cependant, on n'avait pas le temps de discuter. J'étais juste contente qu'elle m'ait parlé de ce type. J'ai attrapé mon spray au poivre, je suis resté assis sur le canapé. La sonnette a sonné à 20h. Je suis resté assise là, espérant partirait bientôt. Mais j'ai commencé à entendre des grattements. J'ai réalisé qu'il s'introduisait avec une sorte d'outil. On a couru dans la cuisine avec Noël. On a entendu la serrure se casser. Quelqu'un a enfoncé la porte. Les lumières étaient allumées. On était cachés derrière le grand réfrigérateur. L'homme a crié d'une voix grave. Noël! On n'a pas répondu, puis il a crié. Noël, où es-tu? Je vais te tuer. Et j'avais un plan. À ce moment-là, j'ai poussé Noël hors de derrière du réfrigérateur. Noël a commencé à reculer et l'homme s'est avancé en riant. Et dès qu'il s'est approché du réfrigérateur, j'ai jailli. Je lui ai aspergé les yeux de gaz lacrymo. Il a hurlé de douleur, puis s'est mis à balancer le tournevis qu'il tenait dans la main. Je l'ai attrapé le tournevis, j'ai ramassé une casserole qui traînait, je lui ai frappé à la tête. Il a perdu connaissance. Il portait un costume élégant, il était rasé de près. On a appelé la police. On a découvert plus tard qu'il était sous surveillance suite à plusieurs plaintes pour harcèlement et menaces. Ils ont également trouvé de nombreux outils dans un sac qu'il avait laissé près de la porte. Outils capables de démembrer un corps. Heureusement, ce malade n'a tué personne. Cependant, je suis maintenant contente que Noël m'ait appelé, car j'ai peur d'imaginer ce qui se serait arrivé si j'avais pas été là. Je n'achèterai plus jamais rien en ligne. J'ai 24 ans, ça s'est passé il y a 5 ans quand j'avais 19 ans. Je faisais une transaction en ligne sur un site appelé Alx, un peu comme Vinted. C'est une application en ligne où l'on peut voir des articles vendus par des inconnus et il suffit de les appeler pour les rencontrer. Je cherchais un pull pas cher pour mon voyage au Japon la semaine suivante. Après quelques minutes, je suis tombé sur une annonce qui contenait exactement ce que je cherchais. Un pull en fourrure de style coréen pour femme, allemand, 6€. C'était parfait. Le rendez-vous il était à la gare à 20h. Et je me suis dit tant pis, c'est un lieu public de toute façon. Je l'ai appelé et on a eu une brève conversation. Il avait l'air strict, mais je lui ai demandé quand on pouvait se voir. Il a répondu ce soir à 20h précise. Et oui, c'est cette imprudence que je regrette le plus. Je suis arrivé au lieu de rendez-vous à 19h58. C'était vraiment vide. J'étais sûr d'être la seule personne dans la gare. C'était une nuit froide, de novembre, et j'attendais avec impatience de me réchauffer avec mon manteau. Honnêtement, je suis le genre de fille qui est à l'aise en pull, même quand il fait chaud. J'étais assis sur un banc, quand l'horloge a sonné 20h. Quand soudain, quelqu'un a recouvert la moitié de mon visage d'une écharpe à une odeur vraiment étrange. J'ai perdu connaissance. En me réveillant, je me suis retrouvé dans une camionnette, avec 4 types, les poignets menottés dans le dos. J'ai demandé à l'homme ce qu'il voulait, et me laisser partir. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Mais l'un des types m'a touché le visage et m'a dit « C'est la première fois qu'on va goûter à une belle fille comme toi. » Je continue à pleurer et à crier « S'il vous plaît, je veux rentrer à la maison s'il vous plaît. » L'homme à côté de moi m'a étranglé en criant que je devais me taire. J'ai essayé de résister, mes yeux ont commencé à se révulser. C'est arrêté, mais j'ai mis du temps à reprendre mon souffle. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une voie de contrôle. Pour la première fois de ma vie, j'étais si heureuse que les autorités aient la permission de contrôler la camionnette. Mais l'homme à côté de moi a pris une arme vraiment énorme. Sachant que c'était ma seule chance, j'ai trouvé la force de crier « Officier, à l'aide, ils ont une arme !» Les 2 policiers ont immédiatement saisi leurs armes. L'un tirant sur le pneu, l'autre visant à l'homme à côté de moi. L'agent lui a tiré une balle dans la tête. J'aurais jamais cru voir une chose pareille de ma vie, c'était à côté de moi. L'un des policiers m'a porté. Hors de la camionnette, je me suis évanoui quelques instants plus tard. Je me suis réveillé le lendemain matin, dans un hôpital. Mes parents étaient là, en pleurs, me demandant ce qui s'était passé. Je leur ai dit la vérité, j'ai acheté un pull en ligne, mais soudain, j'ai craqué. J'ai pleuré et pleuré en disant « À l'aide s'il vous plaît, à l'aide s'il vous plaît !» Depuis, j'ai dû consulter un psychiatre pour me remettre de mon instabilité mentale, mon anxiété. Et cela va sans dire, je ne veux plus jamais rien acheter en ligne.
Le harceleur flippant. Samedi à 11h30, j'ai invité mon amie Sophia à venir chez moi, juste pour passer un moment. Elle est arrivée à minuit 25 et tout se passait normalement pendant qu'on discutait dans ma chambre. Elle est arrivée un peu plus tard et tout se passait normalement pendant qu'on discutait dans ma chambre. Comme on avait faim, on a décidé de sortir, on a acheté à manger et on est allé au parc, à côté des magasins. Alors qu'on s'apprêtait à sortir du parc et qu'on traversait la rue, j'ai vu une voiture blanche. J'ai cru qu'elle passait, mais elle a ralenti à côté de moi et un type a ouvert la fenêtre. Il avait entre 35 40 ans, un Pakistanais, et il m'a demandé « Ça va ?» avec un sourire pervers. Puis il m'a dit « Viens ici, je veux te parler. » J'ai dit non, tout en regardant à l'arrière de la voiture pour voir s'il y avait personne avec lui qui pourrait nous faire du mal. Heureusement, c'est un passé, le type a dit « S'il te plaît, je veux te parler. » Tout en se léchant les doigts et en me fixant du regard. Puis il a fait un geste de la main tellement méchant, j'étais très en colère et dégoûté. Sophia m'a murmuré « Allons-y, il est flippant. » Alors que mon ami et moi nous éloignons de la voiture pour prendre un autre chemin. Il nous a suivis, s'est garé à nouveau à côté de moi, puis il a dit « Pourquoi tu ne me parles pas? Viens, parle-moi. Viens ici, s'il te plaît. » De colère, j'ai crié « Laisse-moi tranquille, espèce de taré !» On l'a vu avec un sourire très mauvais et pervers. J'ai attrapé le bras de Sophia, j'ai couru à l'intérieur du magasin, je me suis caché. J'ai appelé mon autre ami Jaëm et je lui ai brièvement expliqué ce qui se passait. Il n'arrêtait pas de dire « Appelle la police !» Je pensais que tout irait bien. Quelques minutes plus tard, on a quitté le magasin, on a repris le même chemin car c'était le chemin le plus rapide pour rentrer chez moi. Je pensais que tout allait bien jusqu'à ce qu'elle retourne et crie « Il nous suit !» La même voiture blanche était là, tellement effrayé, mes jambes tremblaient en courant. Et pendant que je courais, j'ai dit à Jaëm au téléphone, il nous suit! Puis il dit, va au parc aux araignées! C'était un petit parc où aucune voiture ne pouvait se garer à cause des maisons tout autour qui étaient juste à côté de chez moi. J'ai crié, Sophia, cache-toi! Elle s'est cachée derrière le mur pendant que je me cachais ailleurs. Du coup, le type nous suivait toujours, mais il ne trouvait pas. Il rôdait dans les environs. Lorsqu'il a disparu, on est allé vers le parc par un petit portail et on est finalement rentré chez moi. Enfin, rentré à la maison, j'ai tout raconté à ma famille et j'ai appelé la police, mais elle n'a rien fait. Ils ont juste dit, on va utiliser ça comme info et vous tenir au courant, mais on ne peut rien faire pour l'instant. Ça nous a fortement attristés. Le plus effrayant est venu ensuite de Sophia, qui m'a soudainement rappelé l'incident et je lui avais raconté la semaine dernière. Mais le plus effrayant est venu ensuite de Sophia, qui m'a soudainement rappelé l'incident que je lui ai raconté la semaine dernière. Elle a dit, et si c'était le même type? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Puis elle a ajouté, tu sais, quand tu m'as parlé du type qui a frappé à ta fenêtre pendant que t'essayais de dormir, j'ai eu un coup de froid. C'était 3h du matin. Heureusement, j'avais des rideaux pour qu'il me voie pas. Je n'ai jamais oublié ce moment où, au bout du rideau, la fenêtre était clairement visible. J'ai vu le bras d'un type frapper à ma fenêtre. Je me souviens m'être frotté les yeux pour m'assurer de pas imaginer des démons. J'avais beau me frotter les yeux, la silhouette du bras de cet homme mystérieux était toujours là. À partir de ce jour, je suis resté dans ma chambre terrorisé environ 2 semaines. Et si c'était le même homme qui frappait à ma fenêtre? Salut, je m'appelle Shai, enfin, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Il y a environ 11 ans, ma mère, mon grand frère et moi avons déménagé. On a vécu un temps chez mon oncle, sa femme et ses beaux enfants jusqu'à ce que nous trouvions notre propre appartement. Environ un mois plus tard, on a trouvé un appart. J'avais plein d'ours en peluche que j'aimais beaucoup et j'étais entre mes 12 et 13 ans. Après avoir emménagé dans notre nouvelle maison, j'ai joliment décoré ma chambre. J'ai placé mes ours en peluche sur l'étagère au-dessus de mon lit. Une semaine plus tard, j'ai remarqué qu'un de mes ours en peluche disparaissait systématiquement et que je le retrouvais sous le lit de mon frère. Je pensais qu'il prenait mon ours juste pour me faire peur, mais il ne comprenait vraiment pas de quoi il parlait. Pas de quoi je parlais. C'était assez bizarre, alors j'ai décidé d'enfermer tous mes ours dans mon placard. Ils sont restés donc dans mon placard pendant 2 jours, tout allait bien, c'est ce que j'ai pensé, jusqu'au 3e jour qui a suivi. Ce jour-là, je me suis réveillé un samedi et la porte de mon placard était ouverte. Mon ours en peluche se trouvait au même endroit sous le lit de mon frère. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et après ça, j'ai immédiatement jeté mes ours en peluche. On est resté dans cet appartement pendant 1 an. Après ça, on a déménagé. Mais moi, j'oublierai jamais ce jour-là. Où le jour où on a trouvé des os d'humains dans la cheminée. J'ai 23 ans maintenant. Je me souviens encore de ça, je me demande toujours. Et si j'installais une caméra pour voir ce qui poussait mes ours en peluche à faire ce qu'ils ont fait? Horreur au Footlocker. Je n'aurais jamais imaginé que l'un des pires jours de ma vie commencerait par quelque chose d'aussi simple que l'achat de chaussures. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Je me dis encore que tout aurait été si différent si je n'étais jamais entré dans ce magasin. Ça arrivait il y a quelques années. J'avais besoin de nouvelles chaussures et je me suis dit que Footlocker serait une bonne adresse. Et puis c'était le magasin de chaussures le plus proche que je connaisse. Alors je suis allé au mag un après-midi. En y arrivant, il y avait beaucoup de monde, il y avait des clients partout. Peu après être rentré, j'ai vu un employé de Footlocker à l'air effrayant qui me fixait depuis quelques allées plus loin. C'était un type grand, maigre, et à l'air d'un incel. Il y avait quelque chose qui clochait chez lui, et il m'a immédiatement mise mal à l'aise. J'ai essayé de l'ignorer, je suis allé au rayon de chaussures, j'ai regardé quelques paires, mais rien ne vraiment m'a plu. J'ai regardé quelques paires, mais rien ne m'a vraiment plu tout de suite. Au bout de quelques minutes, j'ai levé les yeux. Le même type se tenait juste à côté de moi, me fixant du regard comme un monstre. Puis-je vous aider? J'ai refusé, aussi gentiment que possible, mais j'étais assez effrayé par ce type. Il était apparu à côté de moi de nulle part. J'espérais partir après ça, mais il a commencé à me draguer maladroitement. Tes pieds sont vraiment jolis. Je parie qu'ils sont superbes sans chaussettes. Tu devrais envisager de poser pour Nike, ou peut-être ouvrir un compte Fitfinders. Peut-être un OnlyFans pour tes pieds. J'ai souri maladroitement et je l'ai remercié. Le type s'est éloigné après ça et est allé dans un coin. Je me suis remise à regarder des chaussures après ça, mais je voyais du coin de l'œil qu'il continuait à me fixer. Après quelques minutes, gênantes, à essayer de l'ignorer, j'ai finalement trouvé une chaussure qui me plaisait vraiment.
Je voulais évidemment pas lui parler à nouveau, alors j'ai cherché un autre employé du regard, mais ils étaient tous occupés avec d'autres clients. J'ai vraiment aimé les chaussures, alors j'ai pris mon mal en patience et je me suis dirigé vers le type. Son regard m'a suivi tout au long du magasin tandis que je m'approchais de lui. Excusez-moi, pourriez-vous vérifier si vous avez ma pointure de ces chaussures? Le type m'a dévisagé quelques secondes, puis m'a dit qu'il prendrait ma pointure à l'arrière. Il semblait ravi. J'ai attendu longtemps, mais le type sortait toujours pas. Il mettait une éternité, je commençais à être agacé. Au bout de quelques minutes, j'ai envisagé de partir et d'aller ailleurs, puis il est réapparu juste à côté de moi. Je pense que vous trouverez que ça en valait la peine. Ah d'accord, merci. Le type m'a tendu la boîte à chaussures et resté là, un sourire étrange aux lèvres. Il avait l'air en sueur, comme s'il avait du mal à trouver ma pointure dans l'arrière-boutique. Je voulais pas faire la conne, alors je lui ai pris la boîte à chaussures et je suis allé payer. Bien sûr, tous les autres employés étaient de nouveau occupés, alors c'est lui qui a encaissé ma commande. J'ai pas croisé son regard quand il m'a appelé. Il commençait à vraiment me faire flipper. Je voulais juste filer au plus vite. T'sais, tu as été ma cliente préférée cette semaine. Je l'ai ignoré, j'ai juste payé les chaussures. Dès que j'ai eu fini, je les ai pris, je suis sorti en courant du magasin. J'étais tellement flippé, mais j'étais contente d'être parti. Je savais que je retournerais plus jamais dans ce Foot Locker. En me dirigeant vers ma voiture, quelque chose clochait vraiment, mais je me suis dit que c'était juste à cause de l'expérience que je venais de vivre. J'avais hâte d'essayer mes nouvelles chaussures, alors je les ai enfilées avant de partir. Elles me vont parfaitement. Je conduisais que depuis quelques minutes quand j'ai commencé à remarquer que quelque chose clochait. Mes chaussettes étaient mouillées et collantes. Je savais pas ce que ça pouvait être. Alors je me suis arrêté pour voir ce que c'était. J'ai enlevé mes chaussures dès que je me suis arrêté et mes chaussettes étaient clairement mouillées. Puis j'ai regardé à l'intérieur des chaussures. Et c'est là que j'ai vu qu'elles étaient remplies d'une substance blanche, transparente et collante. Il y en avait partout à l'intérieur. Ça sentait un peu l'urine. J'ai immédiatement fait le rapprochement. J'ai eu la nausée. Je croyais pas mes yeux, mais j'ai appelé la police. J'ai signalé ce qui s'était passé. Et ils ont arrêté l'employé peu après. Lorsqu'ils l'ont trouvé, ils étaient occupés à fixer une autre femme de l'autre côté du magasin. En soi, j'ai été traumatisé par toute cette histoire. Je n'ai plus jamais eu confiance en un autre employé de magasin après cela. Et je suis plus jamais retourné dans un Foot Locker depuis. Cette histoire vraie s'inspire d'un incident effrayant concernant un gérant de Foot Locker accusé d'avoir libéré des fluides corporels dans des baskets et de les avoir donnés à des clients pour qu'ils essayent avant de se vanter de son comportement abusif en ligne. C'est passé à Bramalius à Brampton en Ontario. Il aurait dans des chaussures avant de les sortir en magasin. Ces allégations ont été formulées après la publication sur les réseaux sociaux d'une série de vidéos et de photos. Dans ces clips, il partage des images de lui nu dans la réserve du magasin. D'autres clips le montrent en train dans une basket avant de la donner à un client. Foot Locker a publié un communiqué indiquant: Foot Locker s'engage à respecter les normes éthiques les plus strictes et ce type de comportement n'est pas toléré. Nous sommes au courant de l'incident et prenons les mesures appropriées pour remédier à la situation. Horreur au babysitting. Je gardais 2 garçons pour des membres de l'église. Je l'avais déjà fait, les enfants m'adoraient, leurs parents étaient très à l'aise avec moi. C'était un soir où ils allaient être absents jusqu'à 2h30 du matin environ. Je le faisais gratuitement ce jour-là car ils allaient faire quelque chose en lien avec l'église et c'était comme ça que je fonctionnais. Bref, la maison où ils vivaient était une résidence, vous savez, une de ces petites résidences à 2 étages avec 4 places à chaque étage. Là au rez-de-chaussée avec 2 chambres de chaque côté, une cuisine à gauche et un salon à droite, une porte-fenêtre coulissante donnant sur le patio et des toilettes publiques à côté de la porte d'entrée. Il était environ 1h30 du matin, je crois, et je savais qu'ils rentreraient bientôt. Les enfants étaient assommés, j'avais fini mes devoirs. Il n'y avait pas le câble et c'était avant que Netflix ne devienne qu'un service en ligne. Et c'était avant que Netflix ne devienne un service en ligne. Mais ils avaient quelques DVD et VHS à regarder, alors j'ai attrapé Mais ils avaient quelques DVD et VHS à regarder. J'étais déjà très fatigué et je m'étais assoupi plusieurs fois. Et vers 2h du matin, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Sachant que les parents avaient une clé, je suis resté assis dans le noir, la télévision allumée. Étant paranoïaque et passionné de films d'horreur, j'ai attrapé la batte de baseball qui était à côté du canapé. Ce qui s'est passé ensuite me montrera à jamais. J'ai entendu une petite voix, presque celle d'une jeune femme. Oh là là, ça ne t'aidera pas. Mon cœur s'est arrêté. J'ai réalisé que le store de la porte-fenêtre n'était pas fermé. Mon regard s'est lentement porté vers la porte et j'ai vu quelqu'un sur la terrasse qui regardait à l'intérieur. Je distinguais rien à part qu'ils étaient très petites et larges. J'ai crié et j'ai couru dans la chambre des enfants. Heureusement, ils dormaient encore. Malheureusement, c'était avant que j'ai un téléphone portable et il n'y avait pas de téléphone sans fil à la maison. J'ai fait que pousser la commode devant la porte et fixer l'unique fenêtre de la pièce. C'est alors qu'il a fait sombre. Une ombre se profilant sur la fenêtre a frappé à nouveau et la voix de la femme a crié: Allez ma chérie, je te ferai pas de mal, sors s'il te plaît. On frappait si fort sur la fenêtre, j'avais peur qu'elle se brise. Les enfants ont fini par se réveiller et ils criaient aussi et étaient effrayés. J'étais une grande fille et à l'époque je pouvais me lever toute seule, mais sachant que j'étais une grande fille, à l'époque je pouvais me défendre toute seule, mais sachant que j'avais 2 enfants avec moi, je suis devenu vulnérable et effrayé. Et en moins de 2 secondes, j'ai entendu le père crier: Dis donc, qui es-tu? Personne s'est enfui. Porte d'entrée s'est ouverte, on a frappé violemment à la porte de la chambre des enfants. Heureusement, c'était les parents. Et après les avoir laissés entrer, j'ai remis la commande en place et expliqué ce qui s'était passé. J'ai appelé la police. À leur arrivée, ils n'ont trouvé que les buissons qui cachaient la terrasse. Ils avaient visiblement été coupés et arrachés pour faire un chemin. J'ai gardé leurs enfants une fois de plus après cela, mais ils ont déménagé 5 mois plus tard. Et je n'ai plus jamais gardé personne. Aujourd'hui encore, chaque fois que j'entends frapper à la porte, un frisson me parcourt.
Tout ça pour des chaussures. Mon père n'était pas là quand j'étais petit et comme je suis l'aîné, j'aide ma mère à s'occuper de mon petit frère. J'essaye vraiment d'être le père qu'il n'a jamais eu, alors je lui achète des trucs ici et là. Mon frère était un de ces fous de mode, surtout en matière de chaussures. Il voulait toujours les nouvelles Nike, Yeezy, les Brown Jordan et tout ce qui sortait. Mais il y a quelques temps, il était tout excité par la sortie de cette nouvelle collection de Jordan rétro. Apparemment, tous les élèves de son école en étaient ravis. Du coup, je me suis dit que je lui ferais plaisir car ses chaussures actuelles commençaient à être usées. Je l'ai donc ensuite emmené au Foot Locker le samedi de sortie de la sortie, pensant que ce serait un achat rapide. Mais j'ai ensuite vu l'immense file d'attente devant le bâtiment. On aurait dit que beaucoup voulaient vraiment ces chaussures. On est sorti de la voiture et on s'est retrouvé au fond de la plus longue file d'attente que j'ai jamais traversée. C'était complètement ridicule. Tous ces gens qui attendaient dehors dans le froid sans rien faire, attendant juste de dépenser 200 balles pour une paire de baskets. Cette file d'attente mettait ma patience à rude épreuve. Elle avançait comme si de rien n'était, quoi. Les gens s'énervaient parce qu'on n'avançait pas et commençaient à nous bousculer, à nous serrer les uns contre les autres. J'étais sur le point de craquer quand on nous a finalement laissé entrer dans le magasin. Mon petit frère est allé demander les nouvelles Jordan rétro et la caissière a dit qu'on prenait la dernière paire en ce moment. Le visage de mon frère s'est illuminé comme à Noël, il se fichait qu'elle soit 2 tailles trop grande pour lui. Il trouverait bien un moyen de grandir. J'étais content pour lui, je sortais mon portefeuille quand tout à coup un connard chauve d'âge mûr a déboulé derrière nous et il a dit qu'il était le premier. Il s'est mis à crier son petit frère l'accusant de couper la fille et il a même attrapé la boîte et a essayé de lui arracher des mains. Je suis immédiatement arrivé, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Donne-moi ça petit rat, arrête, je les ai eu en premier, espèce de connard, elles sont trop petites pour toi. Va faire les courses chez Baby Gap. Laisse-le tranquille, t'es un adulte. Qu'est-ce que tu fais à crier sur un gosse? Si t'as un problème avec lui, tu me parles à moi. Et si je te mettais KO devant ce petit con, après je prends les chaussures. Elles sont à moi, j'ai fait la queue pendant 5 heures, recule. J'ai pas fait la queue pour rien. Elle a dit que c'était les dernières. Attrape-le! L'homme a alors donné un coup de poing et en quelques secondes c'était le chaos dans tout le magasin. Tout le monde a découvert qu'il y avait plus de chaussures et s'est mis à tabasser tout le monde pour les récupérer. J'ai perdu mon frère dans la foule pendant que je me battais pour me débarrasser de ce type. Pendant une seconde, j'ai cru prendre le dessus, mais il a tendu la main derrière son dos et sans même m'en rendre compte, je me suis retrouvé face à un revolver. J'ai levé les mains. J'ai reculé, puis je me suis retourné, j'ai couru hors du magasin. Je me suis caché derrière la première voiture que j'ai vue, puis j'ai entendu des bruits, confirmant que ce psychopathe n'aurait pas hésité à me faire sauter la cervelle. Quand ça s'est arrêté, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que mon frère n'était pas avec moi. J'ai regardé tout autour du parking, je le voyais pas. Les gens sortaient du magasin en criant à l'aide, mais aucun d'eux n'était mon frère. Je commençais à courir, sachant que j'allais droit dans un piège mortel. Je m'en fichais, je pouvais pas laisser mon petit frère se blesser. J'étais à quelques mètres de la porte, mais soudain quelqu'un dehors m'a attrapé, m'a empêché d'entrer, me criant en visage que c'était pas sûr. J'ai essayé de le repousser, mais d'autres personnes l'ont aidé à me retenir, malgré tous mes efforts. Puis j'ai vu la dernière personne quitter le magasin. C'était l'homme qui m'avait menacé. Il est sorti en courant, la dernière boîte de basket dans une main et le même pistolet dans l'autre. J'ai voulu lui courir après, mais on m'en a empêché. Et qu'une fois parti, qu'ils m'ont laissé partir. Et j'ai enfin pu entrer dans le magasin pour retrouver mon frère. Tout l'endroit était saccagé, il y avait 2 personnes allongées par terre, ensanglantées et immobiles. L'une d'elles était mon frère. J'ai couru vers lui et j'ai tout fait pour l'aider. J'étais paniqué, j'hurlais. Bientôt l'ambulance est arrivée pour le récupérer. Et ils ont dit que j'étais trop instable pour le suivre. Pendant ces 10 minutes, j'ai roulé seul jusqu'à l'hôpital, sans savoir s'il survivrait. J'ai failli, mais heureusement, je suis heureux de dire qu'il s'en est sorti. D'autres personnes blessées aussi. Cependant, la chance s'est arrêtée là. Malgré les fouilles policières et les vidéosurveillances, ce voleur violent, toujours en fuite. Je pense sans cesse à cette journée. Je pense à ce que j'aurais pu faire pour mieux protéger mon frère. Et à ce que je ferais si je revoyais cet homme. Cette histoire a été inspirée par un incident vrai concernant une bagarre au sujet d'une paire de Nike Jordan 2 Retro Wing Hit neuve, qui s'est terminée, malheureusement, par un meurtre dans un Foot Locker de la banlieue de Minneapolis, blessant 2 personnes pendant les soldes du samedi matin. Les chaussures d'une valeur de 200 € ont été mises en vente le samedi, provoquant de multiples troubles. Les personnes espérant se procurer une paire de la nouvelle collection de baskets de Michael Jordan, se rendant compte qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, une bagarre a éclaté. Parmi une 60aine de clients, après avoir appris qu'il ne restait que 10 paires. Les policiers étaient déjà sur place lorsque la bagarre à l'intérieur s'est propagée jusqu'au parking. Quant aux personnes qui ont tiré les coups de feu, on ignore s'ils ont été appréhendés ou même s'ils ont été identifiés. Horreur pendant les vacances. J'étais au début de mon adolescence à cette époque. Ma famille et moi sommes partis en vacances dans un village dont la forêt était, paraît-il, hantée. Il y avait un cimetière dans la forêt. Il était un peu loin du village, près d'un lac. Nous n'étions pas censés y aller et même mes cousins ont pensé que ce serait amusant de jouer à cache-cache la nuit. On nous a donné des règles. Nous n'avions pas le droit d'emporter nos téléphones ni nos lampes de poche. Comme prévu, nous nous sommes tous retrouvés devant notre ferme à minuit. Ma petite sœur, qui avait 7 ans à l'époque, et moi étions les plus jeunes. Cousin aîné a donc décidé de nous aider à nous cacher. Il avait 22 ans à l'époque et voulait s'assurer que nous ne nous perdions pas. Après avoir choisi qui serait le chercheur, nous nous sommes séparés pour trouver la meilleure cachette. Mon cousin aîné voulait gagner, alors il nous a amenés au cimetière. Il a dit « Ah, elle aura évidemment trop peur d'y entrer. Je pense que ce serait une cachette idéale pour nous. » Et ma petite sœur nous répétait sans cesse de pas y aller. On l'écoutait pas, disant que c'était qu'un enfant et qu'elle nous ferait perdre. On aurait dû l'écouter. La nuit est tombée, il était presque 2 heures du matin. Soudain, les lumières du cimetière se sont éteintes. La main de ma sœur s'est serrée autour de la mienne. Mon cousin avait visiblement peur, lui aussi. On n'entendait que le bruit du vent et des aboiements de chiens errants au fond du cimetière. Puis, des bruits de creusement ont retenti.
Je me souviens encore de ce bruit horrible. Au loin, on voyait un vieil homme, aux cheveux ébouriffés et aux vêtements sales, creuser une tombe à main nue. Il sifflait en creusant, et on était là, figés. On savait pas si on devait crier ou fuir. Ma cousine tenait la main et commençait à nous guider lentement vers l'entrée, en essayant de pas faire de bruit. Murmura, faut qu'on sorte d'ici. On était au bord des larmes, mais pour tout gâcher, j'ai marché sur une branche cassée, faisant un grand bruit. L'inconnu a levé la tête dans nos directions, et ses lèvres se sont courbées en un sourire effrayant. « Courez !» a crié mon cousin, prenant rapidement ma sœur dans ses bras et s'enfuyant, tandis que je les suivais de près. Heureusement, l'homme était faible et pouvait pas courir plus vite. Il s'est arrêté au milieu du cimetière, nous fixant de ses yeux noisettes. Quelques jours plus tard, on a appris que l'homme avait été arrêté par la police. C'était un criminel qui déterrait des cadavres. Il stockait de la drogue et les envoyait à l'étranger pour la vendre. Il a été arrêté une fois, mais il a réussi à s'échapper. Il n'avait pas été aussi vieux et faible, je crains que nous aurions fini par être des cadavres, nous aussi. 3 élèves du lycée avaient disparu le mois dernier. La police était à leur recherche. Certains disaient avoir été repérés au centre commercial abandonné de la route 16. D'autres chuchotaient qu'une camionnette circulait dans les quartiers autour du lycée. Nos parents ont commencé à nous conduire en classe. Les enseignants patrouillaient dans les couloirs pendant les récréations. Et la ville avait mis en place des exercices de confinement 2 fois par semaine. Tout ça par mesure de sécurité. Première chose que j'ai remarqué, c'était pas son visage. C'était l'odeur, du cuivre et des produits chimiques, comme des pièces de monnaie imbibées d'eau de javel. Le professeur d'histoire habituel était en arrêt maladie depuis 3 jours. Se remplaçant, Monsieur Humbert avait un comportement différent des autres enseignants. Tandis qu'il écrivait au tableau blanc, sa manche se remontait légèrement, révélant une tache sombre que son lavage hâtif n'avait pas complètement fait disparaître. J'étais encore en train de fixer le tableau, essayant de reconstituer le tout, lorsque l'alarme de confinement a retenti. La classe s'est figée, c'était pas le ton tiède des exercices mensuels, c'était le cri strident et pulsé qu'il n'avait testé qu'une seule fois, celui qui annonçait un danger inévitable. Tout le monde s'ouvre au bureau, dit Monsieur Humbert d'un calme déconcertant. Il n'avait pas l'air surpris, le moins du monde. Alors que nous nous précipitions pour nous mettre à couvert, j'aperçus par la fenêtre de la classe des voitures de police qui entraient silencieusement sur le parking. Des agents accroupis derrière les véhicules, armes au poing. Mon cœur battait fort. Mon oncle et policier, c'était pas des positions pour un exercice. Monsieur Humbert ne respecta pas le protocole. Il vérifia pas la serrure et il n'éteignit pas les lumières. Au lieu de cela, il baissa les stores avec une lenteur délibérée, observant la police à travers l'étroit espace. Quelque chose changea sur son visage. Un serrement autour des yeux, un tic au coin de la bouche. C'est comme ça que je sus qu'il était là. Pour lui. C'est comme ça que je sus qu'ils étaient là pour lui. Je tendis la main vers mon téléphone, mais sa main se referma sur mon poignet. Sa poigne était écrasante, rien à voir avec le geste d'avertissement d'un prof. Pas de téléphone, Anna. Son murmure m'avait dressé les cheveux sur la nuque. Je sais que tu es une bonne fille. On n'avait pas fait l'appel. Son autre main sortit de sa poche, tenant un couteau de chasse. Pas un petit canif, mais une lame tactique, dentelée d'au moins 15 cm de long. Genre de couteau qu'utilisaient les chasseurs pour étriper les cerfs. Les néons reflétaient son tranchant, tandis qu'il le tournait lentement. Tout le monde a son téléphone maintenant. Antoine croisa mon regard de sous son bureau. Sa mâchoire était serrée, et je reconnus son expression. La même qu'il avait avant de se casser le bras en sautant d'une colline l'été dernier. Une détermination téméraire. Je secouai légèrement la tête. Tu sais ce qui est drôle, dit Monsieur Humbert, en ramassant les téléphones dans une poubelle métallique. Comme c'est facile d'entrer avec une mallette, il rit. Personne ne vérifie, personne se renseigne. Tu dis juste que tu es du bureau de la ville, et on te donne une classe plein d'élèves. Un léger gémissement s'éleva de quelque part dans la salle. Il se tourna vers le bruit, les narines dilatées. Tais-toi! Sa voix changea, abandonnant toute apparence de normalité. Ou je leur donnerais autre chose à trouver que le concierge. Concierge? Je me figeais. Monsieur Martin avait disparu depuis lundi. Soudain, un coup frappé à la porte fit sursauter tout le monde. Monsieur Humbert? Donna la voix paniquée de Madame Ducrot. D'un mouvement fluide, il m'attrapa, pressant le couteau contre ma gorge, tout en le pointant d'un air menaçant vers le reste de la classe. Ses yeux balayèrent la pièce d'un regard qui hurlait. Fais un bruit! Et je commence par elle. Par la petite fenêtre de la porte, je voyais que la silhouette de Madame Ducrot, pas son visage. Elle non plus ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur. Ils évacuent l'Est, ils ont trouvé... Sa voix baissa. Restez tranquille jusqu'à ce que les agents dégagent votre couloir. Trouvez quoi? Mon pouce s'est mis à rugir dans mes oreilles. Tous présents, rappela-t-il. Au moment où elle est partie, ma chaise grinça. J'avais bougé. Sa tête se fendit brusquement, ses pupilles dilatées, ses grands yeux étaient noirs. T'as bougé, dit-il d'une voix étrangement enfantine. Personne n'est censé bouger pendant le confinement. Il se jeta sur moi, m'attrapa les cheveux, me tira vers le haut. Couteau se pressa sous ma mâchoire, métal froid contre mon pouls battant. Vous tous, ordonna-t-il. Contre le mur. Les camarades se levèrent, tremblants. Ah. Tu viens avec moi, murmura-t-il à mon oreille, souffle chaud et aigre. Soudain, Antoine s'élança de derrière un bureau, balançant le pied métallique qu'il avait arraché de sa chaise. Il heurta le genou du remplaçant avec un craquement écœurant. L'homme hurla, tailla dans sauvagement. La lame frappa le bras d'Antoine, ouvrant une entaille qui vira aussitôt au rouge cramoisi. Mais la distraction suffisait. Je lui assénai un coup de coude dans les côtes et me libérai. Tout le monde attrapez-le! Je me jetai sur le téléphone de la classe et appuyai sur le bouton d'urgence. Salle 207, 207! hurlai-je dans le combiné. Il a une arme, c'est pas un prof! Le visage du remplaçant se crispa de rage. Il boitait vers moi, le couteau levé. J'ai déjà étripé
des gens pour moins que ça, grogna-t-il en se précipitant en avant. Mais Antoine le plaqua par derrière, s'écrasèrent contre les bureaux, un enchevêtrement de membres, de sang et de fureur. D'autres élèves se joignirent à eux, le désespoir surmontant la peur, jetant des livres, chaises, tout pour le ralentir. La porte s'ouvrit brusquement, 2 agents se précipitèrent à l'intérieur, armes au poing, hurlant des ordres qui se confondaient dans mon cerveau, saturé d'adrénaline. Le remplaçant était immobilisé, menotté, tiré vers le haut. Alors qu'il le tirait devant moi, il se retourna, son visage à quelques centimètres du mien, et sourit. Prometteur, terrible, comme un masque mortuaire sculpté dans la chair. Tu me déçois, murmura-t-il, si bas que moi seul pouvais l'entendre. Je sais où tu es assise, quelle odeur tu as quand tu as peur. Ils le bousculèrent, mais il regarda par-dessus son épaule, articulant 3 mots. La prochaine fois. Plus tard, on a appris la vérité. Samuel Ketch était recherché dans 3 États pour crimes contre des enfants et des adolescents. Il était sorti d'un service psychiatrique de haute sécurité 2 jours plus tôt, laissant 3 aides-soignantes mortes, égorgées. De la même manière qu'ils avaient retrouvé Monsieur Martin, notre concierge, entassé derrière la chaudière au sous-sol de l'aile Est. Le véritable remplaçant avait été retrouvé dans le coffre de sa propre voiture, à 5 km de l'école. Parfois la nuit, j'entends le léger clic du couteau. J'ai changé d'école, mais je vérifie les poignets du remplaçant chaque fois qu'un professeur est absent. Terrible chat! J'avais environ 9 ans, j'étais en maillot de bain prêt à aller à mon cours de natation. Mon frère et moi avons construit un fort d'oreiller et il était toujours là depuis la veille. J'avais rampé sous la table basse, recouvert d'une couverture me protégeant du monde extérieur. Je sais pas pourquoi, j'ai mis mon pied hors de la couverture, mais je l'ai fait. Une chaussette noire, foncée, a rampé vers moi d'une manière effrayante et a lentement glissé dessus. Cette était froide, je me sentais bizarre, je l'ai reconnue. Elle ressemblait exactement à celle de ma mère. J'ai crié le nom de ma mère et celui de mon frère, il y a eu qu'une réponse. Seulement le silence. Je dirigeais vers la fenêtre, me regardant dehors, il n'y avait rien d'anormal. Mais j'ai vu mon chat me fixer d'un air étrange. Puis j'ai été horrifié, j'entendais la douche couler à l'étage. Ma mère était encore sous la douche, et mon père était au travail. J'ai couru à l'étage, j'ai trouvé mon frère qui tournoyait sur la chaise dans la chambre de mes parents. Je lui ai demandé s'il était descendu, et il m'a répondu qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Je racontais à ma mère ce qui s'était passé, mais elle m'a pas cru. Elle a dit que j'avais probablement des hallucinations, que c'était juste le chat. Et je sais ce que j'ai vu, l'expression de mon chat est encore fraîche dans ma mémoire.